Il y a des histoires qui ne demandent pas la permission de commencer. Elles ne frappent pas à la porte, n'envoient pas de préavis, n'attendent pas le moment opportun. Elles arrivent sur la pointe des pieds, dissimulées dans des détails qui semblent insignifiants. Une tasse lavée en dehors des heures habituelles, un manteau saisi sur le porte-manteau de la même main chaque jour, un regard pesant qu'une personne tente de cacher et qui, d'une manière ou d'une autre, traverse tout. Et quand vous réalisez que l'histoire a déjà commencé, elle est déjà à mi-chemin. Elle est déjà entrée par la fenêtre pendant que vous ne regardiez pas, elle a déjà changé quelque chose en vous qu'on ne peut plus annuler. Avant de vous immerger dans ce récit, arrêtez-vous un instant. Abonnez-vous à la chaîne car chaque jour, de nouvelles histoires comme celle-ci vous attendent. Laissez aussi un j'aime, cela aide énormément à continuer de proposer ces narrations qui touchent le cœur. Et racontez-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Cela me fera plaisir de savoir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux, prendre une profonde inspiration et laisser ce récit vous emporter. Julien Beaumont était le genre d'homme que les gens décrivaient sans avoir à trop y réfléchir. N'importe quel employé de l'entreprise, n'importe quel associé, n'importe quel voisin de sa résidence dirait tout naturellement qu'il était calculateur, discipliné, complètement maître de lui-même. Ce n'était ni un compliment ni une critique, c'était simplement un fait, comme dire que le ciel était bleu ou que son café était toujours rigoureusement sans sucre. Julien organisait sa vie en strates précises, les contrats au bureau, les horaires dans l'agenda, les silences à la maison. Propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de logistique de la région lyonnaise, avec son siège à Lyon et des filiales réparties dans 5 autres villes d'Auvergne-Rhône-Alpes, il avait tout construit avec la même méthodologie qu'il appliquait à chaque décision, sans place pour l'imprévisible, sans marge d'erreur, sans tolérance pour ce qui ne pouvait être mesuré et contrôlé. Lyon était une ville qui lui ressemblait, efficace, fonctionnelle, en croissance accélérée, sans le chaos des métropoles mondiales. Les immeubles bourgeois des Monts d'Or, où Julien vivait, étaient des îlots de silence, organisés entourés de hauts murs et de caméras discrètes. Les zones commerciales pulsaient durant la journée au rythme des camions et des négociations, et le soir, le centre se vidait de manière prévisible, comme si la ville respectait elle aussi un chronogramme. C'était le décor parfait pour un homme qui avait besoin que tout ait un sens. Mais il y avait un seul domaine de la vie de Julien Beaumont où aucun tableur ne fonctionnait. Aucun contrat ne résolvait rien. Aucun programme n'aidait. Être père. Léo avait 7 ans et de grands yeux qui remarquaient tout. Depuis que sa mère était partie, 3 ans plus tôt, emportée par une maladie qui n'avait pas prévenu et n'avait pas demandé de licence, l'enfant était resté sous la garde de son père avec une intensité qu'aucun des deux ne savait exactement comment gérer. Julien essayait. Il essayait avec le même sérieux qu'il mettait à signer des contrats à 8 chiffres. Il rentrait plus tôt du bureau le vendredi, apprenait des recettes simples le week-end, aidait pour les devoirs de mathématiques après le dîner, lisait des histoires avant de dormir même quand ses yeux brûlaient de fatigue. Mais le rythme de l'entreprise était implacable, et les mois démontraient que la bonne volonté d'un père ne remplace pas ce dont un enfant a besoin chaque jour. Une présence constante, une attention aux moindres détails, quelqu'un qui comprenne son silence sans qu'il ait à l'expliquer. Camille Lefebvre arriva un après-midi de semaine, recommandé par Hélène, une connaissance de longue date de la famille qui avait travaillé des années dans une école privée de la ville et qui dit, avec la conviction de celle qui a vu défiler beaucoup de nounous, que cette jeune femme était différente. Différente en quoi Hélène ne l'expliqua pas avec des mots. Mais Julien le comprit quand Camille franchit la porte du salon, salua Léo avec le même sérieux qu'elle aurait salué un adulte, s'agenouilla sur le tapis pour écouter l'enfant parler d'un dinosaure en plastique pendant 6 minutes d'affilée, puis se releva et dit à Julien sans détour « Il a besoin de routine, mais aussi de surprise. Je peux essayer d'équilibrer les deux. » Aucune autre candidate n'avait même regardé Léo avant de regarder Julien. Elle fut embauchée la semaine même. Durant les premiers jours, Camille ne fut qu'une présence discrète dans la demeure. Elle arrivait à l'heure exacte, saluait d'un signe de tête, organisait le cartable de l'enfant avec un soin méticuleux, préparait le goûter avec les ingrédients qu'il aimait et allait le chercher à l'école sans jamais un instant de retard. Elle ne posait pas de questions inutiles, ne commentait pas ce qu'elle voyait, ne meublait pas le silence de bavardages importuns. Quand Julien rentrait le soir, elle lui remettait un bref compte-rendu de la journée. Ce qu'avait mangé Léo, s'il avait fait ses devoirs, s'il s'était bien reposé, puis elle ramassait ses affaires et s'éclipsait. Efficace, silencieuse, invisible comme il se devait. En quelques semaines,
l'atmosphère de la maison changea. Pas de manière spectaculaire ni par des travaux ou une réorganisation visible, mais Léo s'éveillait différent. Il faisait moins de cauchemars, dormait plus profondément, arrivait à l'école avec ses affaires en ordre, le visage frais, et un petit mot dans son carnet que Camille écrivait chaque matin. Toujours une phrase courte, parfois une devinette sur les dinosaures, parfois une observation sur la couleur du ciel ce matin-là. L'instituteur convoqua Julien pour un bref entretien et lui confia que Léo commençait à participer davantage en classe. La voisine de palier, qui croisait parfois l'enfant dans l'ascenseur, remarqua qu'il lui avait souri pour la première fois depuis des mois. Julien nota tout cela avec la même précision qu'il accordait à chaque donnée pertinente de ses bilans. Il l'enregistra intérieurement, fit le lien direct avec l'arrivée de Camille et conclut que cette embauche avait été une décision judicieuse. Pendant des mois, ce fut toute l'histoire. Une excellente employée, une maison qui fonctionnait mieux, un fils plus serein. Rien de plus. Mais il y a des choses que l'on remarque sans le vouloir. Ce fut un mardi que Julien s'en aperçut pour la première fois. Il était presque 11h30 du soir et il était sorti du bureau plus tard que d'habitude, après une réunion qui s'était éternisée à cause d'un problème dans l'une des filiales de Saint-Étienne. En arrivant chez lui, il vit que Léo dormait déjà, fit chauffer une soupe au micro-ondes, puis resta immobile à la fenêtre de la cuisine pendant quelques minutes sans raison précise. C'est alors qu'il vit Camille traverser le jardin latéral de la propriété. Elle portait son manteau sur le bras, son sac bien calé sur l'épaule, et marchait d'un pas décidé, celui de quelqu'un qui sait exactement où il va. Elle franchit le portillon latéral sans se retourner et disparut dans la rue silencieuse. Julien regarda l'horloge du four, 11h42. Camille ne vivait pas dans la résidence. Elle n'avait pas de voiture. Elle partait à pied dans cette rue qui, à cette heure-là, était totalement déserte. Il n'y repensa plus cette nuit-là. D'autres préoccupations l'assaillaient. Le dossier de Saint-Étienne exigeait une solution avant la fin de la semaine, et le sommeil finit par l'emporter après une heure de réflexion au lit. Mais quelque chose resta. Pas un soupçon, pas encore. Juste une note mentale, comme une donnée insérée au mauvais endroit dans un tableur, un détail qui ne s'emboîtait pas parfaitement et qui, pour cette raison, insistait pour réapparaître. 2 jours plus tard, pendant le dîner, Léo lâcha une phrase qui sembla sortir de nulle part. Il mangeait en silence, l'enfant concentré sur ses coquillettes au jambon, quand il leva la tête et dit, avec le naturel désarmant des petits de 7 ans, « Camille rentre toujours tard. Elle a dit qu'elle devait aider quelqu'un. » Julien immobilisa sa fourchette à mi-chemin. « Aider qui ?» Léo haussa les épaules avec le désintérêt de celui qui avait déjà épuisé son attention sur le sujet. « Je ne sais pas. Elle a dit qu'il y avait des enfants qui avaient besoin d'elle. » Et il retourna à ses pattes. Cette phrase tourna en boucle dans l'esprit de Julien pour le reste de la soirée. Des enfants qui ont besoin d'elle. Qu'est-ce que cela signifiait? Une famille? Un quartier difficile? Un travail informel qu'elle n'avait pas mentionné lors de l'entretien? Il s'endormit sans réponse et s'éveilla avec la même question, plus petite mais persistante, occupant un coin de ses pensées qui aurait dû être réservé à la réunion de 9h. Dans les jours qui suivirent, il commença à remarquer d'autres détails. Infimes, pris isolément. Un jour, Camille était dans la cuisine et son téléphone vibra. Elle lut le message rapidement, éteignit l'écran d'un coup de pouce et rangea l'appareil avant que Julien, qui passait dans le couloir, ne puisse voir quoi que ce soit. Il n'y avait rien de mal à cela. Chacun a droit à sa vie privée. Mais il y avait quelque chose dans le geste, une rapidité qui n'était pas de la culpabilité, mais très certainement de la prudence. Un autre jour, il vit par mégarde une enveloppe pliée au fond de son sac lorsqu'elle l'ouvrit pour prendre ses clés. Une enveloppe banale, sans expéditeur visible. Elle ne s'aperçut pas qu'il l'avait vue. Et puis, il y avait la fatigue. Pas une fatigue qu'elle manifestait en se plaignant ou en négligeant son travail. Au contraire, son service était impeccable. C'était une fatigue dans les yeux, une lourdeur dans le regard qu'elle contrôlait avec efficacité, mais qui apparaissait lorsqu'elle se croyait seule. Parfois, Julien la surprenait dans la cuisine, de dos, alors qu'elle lavait une tasse, et il y avait dans sa posture un épuisement qui allait bien au-delà des tâches ménagères. Il tenta d'ignorer la chose. Ce que son employé faisait après ses heures de travail ne le regardait pas. Elle accomplissait sa mission avec excellence. Léo allait bien. La maison tournait. Cela aurait dû suffire à un homme qui organisait sa vie selon des schémas rigides. Mais la pensée revenait. Elle revint avec force une nuit où il se trouvait dans son bureau après 11h, terminant une proposition commerciale. Il entendit le portillon latéral se refermer avec ce clic spécifique, un son différent des autres.
Il se leva sans réfléchir, s'approcha de la fenêtre et la vit partir, encore une fois, son manteau à la main, ce même pas résolu, s'enfonçant dans l'obscurité de la rue. Cette nuit-là, il resta longtemps à la fenêtre, fixant le bitume vide. La nuit suivante, il fit de même. La troisième nuit, tout fut différent. Il sut que quelque chose avait basculé lorsqu'il saisit ses clés de voiture sans qu'aucune réunion ne l'attende à l'extérieur. Il franchit le portail principal de la résidence, tourna à droite et suivit à distance l'avenue dans la direction que Camille avait prise. Elle attendait à l'arrêt de bus sur le grand boulevard, un peu plus loin. Seule sous l'abribus, son manteau désormais sur le dos, son sac en bandoulière, elle scrutait la route. Julien gara sa voiture plus loin et attendit, moteur tournant, ressentant l'étrangeté absolue de ce qu'il était en train de faire. Un chef d'entreprise de 44 ans, à la tête de 200 employés, immobile sur un boulevard en pleine nuit, à suivre la nounou de son fils comme s'il était le personnage d'un mauvais roman policier. Pourtant, il ne partit pas. Le bus arriva avec ce grondement lourd des transports publics nocturnes quand les pneus semblent plus fatigués que durant la journée. Camille monta. Julien mit le contact et suivit le véhicule à distance, traversant les artères commerciales encore éclairées par les bars qui fermaient, puis s'engageant dans des rues plus anciennes, bordées d'immeubles bas et de façades écaillées par le temps, des quartiers qu'il traversait occasionnellement en voiture, mais qu'il n'avait jamais vraiment observés. La ville qu'il pensait connaître n'était en réalité qu'une petite partie d'elle-même, la partie lumineuse, celle des contrats et des conseils d'administration. Cette autre partie, faite de bus de nuit et de trottoirs usés, existait en parallèle sans qu'il n'ait jamais eu besoin de la voir. Près de 20 minutes plus tard, le bus s'arrêta devant une place silencieuse dans le quartier historique de la Croix-Rousse. Camille descendit. Julien passa plus loin, se gara sous l'ombre d'un marronnier au large feuillage et l'observa marcher le long du trottoir jusqu'à un bâtiment de 3 étages, au portail métallique rouillé. L'immeuble avait l'air d'avoir été, en d'autres temps, quelque chose d'important. Peut-être un entrepôt, peut-être une école, peut-être un siège syndical, et se trouvait maintenant dans un état intermédiaire entre l'abandon et la réinvention. Les murs extérieurs étaient gris, décrépits par endroits, couverts de vieux graffitis, mais il y avait de la lumière à l'intérieur. Pas la lumière crue d'une activité commerciale, mais une lueur faible, presque domestique, qui s'échappait des fenêtres des étages supérieurs, comme si quelqu'un avait simplement allumé quelques ampoules sans trop se soucier de l'esthétique. Julien sortit lentement de sa voiture. Il traversa la place, les mains enfoncées dans les poches de son pardessus, marchant avec précaution sur les pavés irréguliers. Lorsqu'il fut assez proche pour voir à travers les grilles du portail, il s'immobilisa. À l'intérieur, dans une vaste salle aux murs nus et au plafond haut, une dizaine d'enfants étaient assis à des tables qui semblaient avoir été récupérées ici et là. Certains vieux pupitres d'école, d'autres tables de bureau, aucune n'était semblable à l'autre. Tous avaient des cahiers ouverts devant eux. Une femme aux cheveux blancs écrivait sur un tableau improvisé, une plaque de contreplaqué peinte en vert foncé, fixée au mur par des clous. De grandes lettres fermes, formant des mots que les enfants recopiaient dans un silence concentré. Et Camille était assise à côté d'une petite fille. Elle devait avoir 6 ans, la tête penchée sur le cahier de la petite, l'index suivant la ligne des lettres, pendant que l'enfant essayait de lire à voix basse. Julien resta là, pétrifié, pendant un temps infini. Ce qui le surprit ne fut pas seulement ce qu'il voyait, ce fut le visage de Camille. Depuis des mois, il cohabitait avec une version d'elle qui était efficace, discrète, légèrement fermée, comme quelqu'un qui garde tout à sa place et ne laisse rien déborder. Mais ici, dans cette salle mal éclairée qui sentait la craie et le vieux bois, elle était métamorphosée. Il y avait en elle une légèreté qu'il n'avait jamais vue, une assurance qui n'était pas une pose, mais une substance. Elle appartenait à ce lieu d'une manière dont elle n'appartenait à aucun autre endroit qu'il ait pu observer. Il ne sut pas combien de temps il resta là, immobile. Il savait seulement que le froid augmentait et qu'il ne bougeait pas. Il vit la petite fille à côté de Camille réussir enfin à lire le mot entier, lentement, la langue entre les dents par concentration, et il vit Camille frapper doucement des mains, presque sans bruit, comme pour fêter sa réussite sans l'effrayer. Il sentit quelque chose en lui se briser, quelque chose auquel il n'aurait su donner un nom cette nuit-là. Quand la leçon se termina et que les enfants commencèrent à sortir en désordre, accompagnés par des adultes qui les attendaient dehors, Julien s'éloigna du portail et fit quelques pas en arrière. Mais trop tard. Camille sortit, referma la grille à clé, se tourna vers la place et se figea. Tous deux se fixèrent dans le silence de la nuit,
la place vide entre eux et le son lointain d'un bus dans une autre rue. Aucun d'eux ne dit mot pendant un instant, qui parut bien plus long qu'il ne l'était en réalité. Puis Camille, avec un calme qui surprit Julien plus que tout ce qui s'était passé cette nuit-là, dit simplement « Je savais que vous viendriez. Cela fait 3 nuits que vous me suivez. » Julien ouvrit la bouche pour expliquer quelque chose, pour construire une justification qui ait du sens, pour retrouver ce contrôle qu'il avait si complètement perdu qu'il n'avait même pas remarqué quand il s'était évanoui. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Camille avait déjà regardé sa montre et déclaré, de cette voix neutre qui rapporte un fait, « Il y a un second endroit où je me rends chaque nuit, et cet endroit a un lien avec votre famille. Si vous le voulez, je vous montre. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation tranquille comme tout ce qui émanait d'elle, et Julien Beaumont, pour la première fois depuis bien des années, n'eut pas de réponse prête, n'eut pas de graphique, n'eut aucun contrôle. Il n'avait que le silence de la place, le froid de l'aube imminente et une sensation très étrange. Celle que sa vie, à cet instant précis, venait de prendre un virage qu'il n'avait pas choisi et dont il ne pourrait plus revenir. Il répondit seulement « Montrez-moi ». Et tous deux s'engagèrent côte à côte sur le trottoir inégal, vers quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à affronter. La nuit possédait cette qualité particulière de certaines aubes de province, non pas le fracas des grandes cités, ni le silence absolu des campagnes, mais quelque chose entre les deux. Un silence qui respirait. Julien marchait aux côtés de Camille, les mains enfouies dans ses poches, sans trop savoir quoi dire ou si l'on attendait de lui qu'il parle. Elle avançait de ce pas ferme qu'il avait observé 3 nuits auparavant dans son rétroviseur, et il y avait quelque chose en eux deux, marchant ainsi unis au cœur de la nuit, qui semblait totalement en dehors de tout scénario qu'il aurait pu prévoir pour sa propre existence. « Combien d'enfants y a-t-il là-bas » demanda Julien, éprouvant le besoin d'une question concrète. C'était la seule façon qu'il connaissait pour briser la glace. Cela dépend des semaines. Parfois 10, parfois 12. Il y a eu une semaine où ils étaient 15 et nous n'avions pas assez de cahiers. Elle ne le regarda pas en répondant, gardant les yeux fixés sur la route devant elle. Madame Françoise coordonne tout. Moi, j'aide ceux qui ont le plus de retard en lecture. Depuis combien de temps faites-vous cela ? Presque 2 ans. Elle marqua une brève pause avant de reprendre. Françoise a commencé seule, il y a environ 4 ans. Elle avait besoin d'un coup de main avec les plus petits. Julien resta silencieux un moment. 2 ans. Pendant 2 ans, cette femme avait traversé la ville en bus de nuit pour s'asseoir à côté d'enfants qu'elle connaissait à peine et les aider à lire. Et elle n'en avait parlé à personne, pour autant qu'il le sache. Elle n'avait pas cherché de reconnaissance, ne l'avait pas mentionné lors de l'entretien comme un point fort, ne l'avait pas inscrit sur son CV comme du bénévolat pour impressionner. Pourquoi ? La question sortit avant même qu'il n'ait décidé de la poser. Elle fit quelques pas sans répondre, puis dit avec une simplicité dénuée de prétention « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi quand j'étais petite ». Julien ne demanda rien d'autre pendant un moment. La réponse était tombée d'une manière qui n'invitait pas à d'autres interrogations, non parce qu'elle était fermée, mais parce qu'elle était complète. Il y avait là le poids d'une expérience qui n'avait nul besoin de fioritures. Ils marchèrent encore un pâté de maison en silence. Le quartier changeait d'aspect au fur et à mesure de leur progression. Les immeubles bas étaient remplacés par des constructions encore plus anciennes, avec des portails en fer forgés et des jardins étroits et négligés. L'endroit dégageait cette atmosphère d'un lieu qui avait été jadis plus animé et qui existait désormais dans une sorte de temps ralenti, comme si les heures y passaient différemment. « C'est ici ». Camille s'arrêta devant un bâtiment qui semblait figé dans le passé. C'était une maison de retraite. Julien l'identifia grâce à la petite plaque, presque effacée, fixée à côté du portail, le nom de la structure gravé en lettres qui avait perdu presque toute leur peinture. L'édifice comptait 3 étages, des murs couleur crème que le temps avait transformés en une nuance indéfinissable entre le jaune et le gris, et des fenêtres munies de grilles qui, autrefois, avaient peut-être été vertes. On apercevait une réceptionniste à travers la vitre de l'entrée, une femme d'un certain âge, absorbée par sa lecture, avec une lampe de bureau pour seule illumination sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Julien, mais avec une qualité différente dans la voix. Ce n'était plus la question objective de l'entrepreneur. C'était autre chose. Un établissement de soins assez simple. Camille contempla la façade avec une familiarité qui révélait combien de fois elle s'était arrêtée à ce point précis, fixant le même bâtiment. « Je viens ici après les cours, presque chaque nuit. Parfois je ne reste que 15 minutes, parfois plus.
Cela dépend de son état. Son état? De qui parlez-vous? Elle tourna le visage vers Julien. Il y eut au moins 3 secondes de silence pur avant qu'elle ne réponde. Un monsieur qui est ici depuis presque 2 ans, un homme très âgé. Il n'a pas de famille qui vienne le voir, ou du moins, qui ne vient plus. Il y avait quelque chose dans cette dernière phrase, un accent imperceptible, un poids infime mais précis, qui poussa Julien à la regarder différemment. Mais elle s'était déjà tournée vers le portail et sonnait à l'interphone. La réceptionniste les laissa entrer sans difficulté. Elle salua Camille par son prénom, avec la familiarité de celle qui a répété ce rituel maintes fois, et lança à Julien un regard discrètement interrogateur avant de retourner à son livre. Le couloir exhalait l'odeur spécifique de ces lieux, un mélange d'antiseptique, de nourriture tiède et de quelque chose qui n'était pas exactement la vieillesse, mais le temps qui s'accumulait sur lui-même. De vieilles photographies ornèrent les murs, des paysages non identifiables, une place de village, une petite église, et le bruit d'une machine dans une chambre à l'étage, un rythme constant et léger, se mêlait au silence du couloir. 3e étage. L'escalier possédait une rampe en bois qui grinçait à la 2e marche. Camille montait avec soin, mais sans hésitation, comme quelqu'un qui connaît par cœur chaque point de résistance de ce chemin. La chambre était la dernière à gauche. La porte était entr'ouverte. Camille frappa légèrement du dos de la main avant de l'ouvrir complètement. Elle entra la première. Julien resta un pas en arrière, sur le seuil, et regarda à l'intérieur. La pièce était exiguë, avec une fenêtre étroite qui laissait entrer la nuit sous la forme d'une faible traînée de lumière. Le lit en fer était simple, avec une couverture repliée au pied et un drap blanc légèrement jauni. Il y avait une table de chevet avec un verre d'eau, un flacon de médicaments et une petite photo dans un cadre que Julien ne parvenait pas à distinguer depuis la porte. Et dans le lit, sous la couverture légère qui lui montait jusqu'à la poitrine, reposait un homme très âgé. Âgé était un euphémisme. C'était un homme qui semblait être arrivé à un stade où le corps cède au poids des années de manière visible, les bras fins sur la couverture, la peau translucide sur les mains, le visage sillonné de rides formant une carte de plusieurs décennies. Il respirait de manière régulière, aidé par un appareil discret à côté du lit, et ses yeux étaient clos. Ses cheveux étaient d'un blanc pur, court, et sa bouche restait légèrement entr'ouverte dans son sommeil. Julien observa cet homme et ressentit un trouble. Ce n'était pas une reconnaissance, pas encore, mais une inquiétude, une sensation imprécise qu'il y avait là, quelque chose qu'il aurait dû savoir et qu'il ignorait. Comme quand le nom de quelqu'un vous reste sur le bout de la langue. Qui est-ce? La voix de Julien sortit plus basse qu'il ne l'avait prévu, s'ajustant automatiquement au silence de la chambre. Camille resta immobile près du lit un moment avant de répondre. Elle regardait le vieillard avec une expression mêlée de soin et d'une tristesse sereine, celle de qui a déjà traversé le processus d'acceptation d'une vérité difficile et en porte désormais le poids apprivoisé. Il s'appelle Pierre Roussel. Elle marqua une pause avant de lâcher la suite d'une voix blanche. Il a été le chauffeur d'une famille pendant plus de 20 ans. Votre famille, le chauffeur de votre père. Le silence qui suivit possédait une consistance différente de tous les autres silences de cette nuit. Julien regarda l'homme dans le lit avec d'autres yeux. Pierre Roussel. Le nom traversa des strates de mémoire comme une pierre jetée dans un étang, créant des ondes qu'il n'attendait pas. Pierre. Monsieur Pierre. Le chauffeur de papa. Il y avait une image vague et lointaine comme les souvenirs d'enfance. Un homme en uniforme sombre, silencieux, toujours immobile à côté d'une grande berline noire, attendant dans la cour de la villa familiale. Une présence constante durant tant d'années qu'elle était devenue une partie du décor, invisible comme le mobilier. Julien devait avoir 8 ou 10 ans quand il avait vu cet homme pour la dernière fois, il y a 34 ans. Comment l'avez-vous connu? Camille mit du temps à répondre. Quand elle le fit, elle choisit ses mots avec soin, comme si chacun devait être placé exactement au bon endroit. Ma mère l'a connu bien avant moi, elle travaillait dans la villa de votre famille quand elle était plus jeune. En cuisine, une nouvelle pause plus lourde. Quand elle est partie, il y a 3 ans, il y avait parmi ses affaires un carnet avec l'adresse de cette maison de retraite et son nom. Je suis venu une fois, par curiosité. Il était réveillé ce jour-là. Il m'a reconnu à mon visage. Il a dit que j'avais les yeux de ma mère. Julien ne pouvait détacher ses yeux de l'homme alité. Pierre Roussel. Cet homme avait conduit la voiture de son père pendant des décennies. Il avait été présent durant des années entières de l'histoire familiale, lors des longs trajets vers d'autres villes,
des départs à l'aube que Julien apercevait parfois par la fenêtre de sa chambre quand il était enfant, des retours silencieux qui annonçaient la fin des absences paternelles. Un témoin d'une vie que Julien pensait connaître intégralement. Est-il conscient? Parfois. Ces périodes d'éveil sont de plus en plus courtes. Le médecin a dit que c'était une question de semaines. La voix de Camille ne tremblait pas, mais on y décelait une application qui trahissait l'effort pour maintenir sa fermeté. Comme si la phrase avait réveillé quelque chose, le vieillard remua les lèvres. Ses mains, fines comme du papier de soie, s'agitèrent légèrement sur la couverture. Puis ses yeux s'ouvrirent, lentement, avec la difficulté spécifique de celui qui émerge d'un sommeil très profond, de celui qui doit naviguer pour revenir à la surface depuis une distance immense. Camille se pencha légèrement vers lui. « Monsieur Pierre, je suis là. » Les yeux du vieil homme se fixèrent sur elle avec la reconnaissance lente de qui n'a plus de réflexes immédiats. Puis, ils glissèrent vers Julien. Ils restèrent fixés sur lui pendant un moment qui parut éternel, l'examinant, cherchant à emboîter ce visage dans quelque archive très lointaine. Et alors quelque chose changea dans ce regard. Ce ne fut pas brusque, ce fut comme voir une bougie s'allumer. D'abord une étincelle, puis une flamme petite et stable. L'enfant du jardin. La voix n'était qu'un souffle, mais c'était une voix. Elle possédait une qualité qui n'était pas sénile. Elle était antique. Il a grandi. Un sourire lent, fatigué, apparut, révélant la structure du visage qui avait été, des décennies plus tôt, celui d'un homme vigoureux. Julien fit un pas dans la chambre. Le sol craqua. Il s'approcha du lit et contempla cet homme qui avait été une ombre de son enfance. Une présence constante qui n'avait jamais mérité assez d'attention, car les enfants ne prêtent guère attention aux chauffeurs de leur père. Maintenant, il était là, fragile et minuscule sous cette couverture, mais avec des yeux vifs et directs, les yeux de quelqu'un qui avait encore quelque chose à dire. « Monsieur Pierre », Julien ne savait que dire d'autre. C'était à la fois une salutation et une affirmation. Le vieil homme le regarda longuement, puis il regarda Camille, avec une expression qui portait en elle la question la plus ancienne du monde, celle de qui porte un fardeau depuis trop longtemps et a besoin de savoir si le moment de le déposer est enfin arrivé. Camille opina du chef. Un mouvement infime, presque imperceptible. Pierre Roussel ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils avaient changé de nature. C'était le calme de celui qui a pris une décision et est passé de l'autre côté. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas un ordre, c'était une prière. La voix était ténue, épuisée, mais déterminée. « J'ai une chose à raconter. Je la porte en moi depuis presque 40 ans. » Une brève pause pour reprendre son souffle. « J'aurais déjà dû le faire plus tôt. C'est juste que la peur est une chose bien trop lourde quand on est jeune. Un silence court suivi, même quand on est vieux. Mais il arrive un moment où le poids devient plus grand que la peur. » Julien tira l'unique chaise de la pièce et s'assit au chevet du lit. Camille resta debout de l'autre côté, les bras croisés avec douceur sur sa poitrine. La fenêtre étroite laissait entrer la fraîcheur de la nuit. L'appareil à côté du lit scandait son rythme constant et neutre. Et le vieux chauffeur commença à parler, lentement, avec la voix de celui qui doit peser chaque mot, non pour impressionner, mais parce qu'il sait que les paroles, une fois dites, ne reviennent plus, et il veut que les bonnes soient celles qui restent. Il parlait du passé comme quelqu'un qui n'avait jamais pu en parler auparavant, avec un soulagement mêlé au cou de celui qui arrache quelque chose qui a poussé trop profondément pour sortir sans douleur. Il parla de la villa de la famille Beaumont, de l'époque où le père de Julien, Victor Beaumont, était encore un homme dans la force de l'âge, acharné à bâtir ce qui deviendrait le premier noyau de l'empire que Julien hériterait plus tard. De Madame Isabelle, la mère de Julien, une femme que Pierre décrivit avec un soin particulier, comme quelqu'un qui veut être juste envers une personne qui ne peut plus se défendre. Une femme belle, intelligente, qui s'était mariée très jeune avec Victor et qui avait découvert au fil des ans que ce mariage était fait d'utilité et d'apparence plus que de toute autre chose. Julien écoutait en silence. Son visage était marqué par une rigidité qui n'était pas de la défense. C'était l'expression de celui qui reçoit des informations à haute tension et qui maintient son corps immobile pour ne rien laisser échapper. Pierre parla d'un professeur, un homme que Madame Isabelle avait rencontré à une période où Victor restait hors de la ville pendant des semaines entières, s'occupant des négociations d'expansion de l'entreprise. Un homme discret qui enseignait l'histoire dans un lycée du centre de Lyon, qui n'avait ni argent ni position, mais qui avait regardé Isabelle comme si elle était une personne entière,
et non une pièce décorative d'un accord familial. « Elle est tombée amoureuse », murmura Pierre avec une délicatesse qui ne jugeait ni n'absolvait. Il nommait simplement les choses. Vraiment. Madame était encore très jeune et très seule, même si personne ne le voyait de l'extérieur, car la maison était magnifique et le mari puissant. Julien sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une surprise totale. Il y avait, dans les souvenirs épars de son enfance, des moments qu'il n'avait jamais su interpréter. La tension qui imprégnait certains dîners. Le silence spécifique que son père instaurait parfois, qui n'était pas le silence neutre d'un homme fatigué, mais le silence chargé de quelqu'un qui sait et qui a décidé de se taire. Il y avait eu une seule fois que Julien gardait en mémoire sans savoir pourquoi, où il avait entendu la voix de sa mère, depuis le couloir, parler à voix basse avec une intensité inhabituelle, puis plus rien, comme si quelqu'un avait brusquement fermé une porte. Elle est tombée enceinte. Les mots de Pierre tombèrent dans la pièce avec un poids assommant. Pas de Monsieur Victor. Le silence de la chambre changea de nature. L'appareil à côté du lit continua son rythme égal, indifférent. Monsieur Victor l'a découvert. Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il avait besoin d'un moment d'obscurité pour poursuivre. Et il a pris une décision que je n'ai jamais pu oublier, pour laquelle je n'aurais jamais dû me taire. Camille ne bougea pas de l'autre côté du lit. Elle gardait les yeux fixés sur le vieil homme, mais elle avait cette qualité de celle qui sait déjà ce qui va arriver, qui a déjà entendu des fragments de cette histoire et qui attend maintenant la version complète avec une sérénité qui lui a coûté très cher. Julien la regarda. Et pour la première fois de cette nuit, alors que le vieil homme parlait encore lentement à ses côtés, que la nuit devenait plus froide et que le rythme de la machine comblait les silences entre les mots, pour la première fois, quelque chose dans l'expression de Camille Lefebvre fit comprendre à Julien que cette histoire ne concernait pas seulement le passé. Elle les concernait tous les deux. Elle fonçait vers eux comme une vague venue du grand large, sans hâte, sans prévenir, mais avec une force que rien ne peut contenir lorsqu'elle atteint enfin le rivage. Pierre Roussel continua son récit, et aucun d'eux ne l'interrompit. La voix de Pierre Roussel possédait ce grain typique, des voix de ceux qui touchent au terme d'une longue existence, ténue, usée, mais habité par une présence qui refusait de s'effacer devant l'importance de ce qui devait être dit. Il parlait par saccades. De temps à autre, il fermait les paupières quelques secondes, non par épuisement, mais par concentration, tel un navigateur revenant dans un lieu reculé et ayant besoin de silence pour retrouver son cap. Madame Isabelle n'a rien dit à personne. À cette époque, une femme de bonne famille ne parlait pas. Il n'y avait pas de place pour cela. La grossesse fut cachée pendant des mois. Elle portait des vêtements amples, restait davantage à la maison. Monsieur Victor voyageait beaucoup. Pierre respira avec précaution. Mais vers la fin, quand c'est devenu impossible à dissimuler, Monsieur Victor a convoqué Madame Isabelle et lui a dit que cet enfant n'entrerait jamais dans cette famille, qu'il savait de qui il était, qu'il avait découvert l'existence du professeur et que l'histoire devait s'arrêter là. Julien était absolument immobile sur sa chaise. Ce n'était plus la rigidité défensive de tout à l'heure, c'était autre chose. C'était l'immobilité de celui qui comprend que le sol qu'il croyait solide n'a qu'une épaisseur limitée. Monsieur Victor a dit qu'elle pouvait rester, qu'il ne briserait pas la famille, qu'il y avait un nom à préserver, que des affaires dépendaient de l'apparence d'un foyer stable. Le vieil homme marqua une longue pause. Mais la petite fille ne resterait pas. Le mot « petite fille » tomba dans la chambre avec une résonance qui semblait vibrer encore après avoir été prononcée. « Qu'est-elle devenue » demanda Julien, sa voix prudente, comme s'il savait que la réponse pouvait être fragile. Pierre ouvrit les yeux et fixa le plafond un instant. Madame Isabelle a mis au monde la petite dans une minuscule clinique, hors de la ville, enregistrée sous le nom d'une autre femme. Elle a été hospitalisée seule. C'est moi qui l'y ai conduite. Un battement de silence. J'ai été le seul à l'y emmener. Le vieil homme tourna légèrement la tête vers Camille, de l'autre côté du lit. C'était un geste infime, mais il avait la précision d'une flèche. En cuisine travaillait une jeune fille. Elle s'appelait Lucie. Issue d'une famille simple, une brave fille, elle était là depuis 3 ans. Pierre respira avec peine. Elle a surpris la dispute du couple quand Monsieur Victor a découvert la grossesse. Elle a tout entendu. Et quand Madame Isabelle est revenue de la clinique sans le bébé, parce que Monsieur Victor avait fait en sorte que la petite parte dans une institution lointaine pour une famille quelconque, c'est Lucie qui a compris ce qui s'était passé. Camille ne s'y a pas, mais il y avait en elle une attention totale. Le genre d'attention qui mobilise tout le corps, pas seulement les yeux. Lucie est allée chercher l'enfant. Je ne sais pas comment...
Je ne lui ai jamais demandé par peur de savoir. Je sais qu'elle a disparu de la villa quelques jours plus tard. Monsieur Victor a prétendu qu'elle avait été renvoyée pour insolence, mais Madame Isabelle n'a jamais rien dit à ce sujet. Elle est restée muette comme elle l'était sur tout le reste. Une pause plus longue suivit. Je n'ai jamais su ce qu'était devenue Lucie par la suite. J'ai appris qu'elle était partie dans une autre ville. J'ai appris, bien plus tard, qu'elle avait élevé une petite fille. La pièce semblait avoir rétréci. Julien le ressentit physiquement, comme si les murs s'étaient rapprochés, comme si l'air s'était densifié. Il regarda Camille avec une lenteur qui n'avait rien de dramatique, mais tout de l'inévitable, comme lorsqu'on suit une longue ligne pour arriver enfin à son point d'origine. Lucie était le nom de votre mère. Ce n'était pas une question. C'était Julien qui parvenait à une conclusion en assemblant les pièces une à une. Camille opina. Un petit signe de tête, plus pour elle-même que pour lui. C'est elle qui vous a élevé, continua Julien, la voix encore plus basse. Elle m'a élevé comme sa propre fille, répondit Camille avec une fermeté sereine. Elle ne m'a jamais rien dit. J'ai grandi en pensant être la fille adoptive de parents éloignés. Elle restait toujours vague à ce sujet. Elle disait que la famille, c'est ceux qui prennent soin de vous, que les papiers ne font pas l'amour. Je pensais que c'était sa philosophie de vie. Elle marqua une brève pause. Quand elle est partie, il y a 3 ans, j'ai trouvé dans ses affaires une enveloppe avec des photos, un carnet de notes, l'adresse de cette maison de retraite et le nom de Monsieur Pierre. Camille regarda le vieil homme avec une tendresse qui n'était pas de la dépendance. C'était une gratitude d'adulte. Je suis venu ici, et il m'a raconté les premiers morceaux. Petit à petit, Pierre avait les yeux clos désormais, mais il était éveillé. Sa respiration régulière et le léger tressaillement de ses lèvres trahissaient sa conscience présente. « Il y a autre chose, » murmura le vieillard, d'une voix calme mais ferme. « Il y a une chose que je n'ai jamais racontée à personne, pas même à elle. » Un accent sur ce dernier mot qui révélait le poids de quelque chose, gardé trop longtemps dans un lieu trop profond. « Une chose sur Madame Isabelle. » Julien ne fit pas un mouvement. Madame Isabelle a vécu avec ce poids pour le reste de ses jours. Elle vous a élevé. Vous qui étiez le seul fils que Monsieur Victor acceptait comme tel, avec tout le soin qu'elle pouvait. Mais elle portait ce fardeau. Je l'ai vu. Pierre rouvrit les yeux, et il y avait en eux quelque chose qui dépassait la fatigue. C'était la clarté spécifique de celui qui se trouve de l'autre côté de tout et peut voir avec détachement ce qui était autrefois trop proche. Dans les dernières années de sa vie, avant que Monsieur Victor ne s'en aille lui aussi, elle m'a appelé une seule fois, dans le jardin, alors qu'ils étaient seuls. Et elle m'a dit qu'elle avait conservé les documents, que la petite fille avait le droit de savoir, qu'elle n'avait pas la force de le faire de son vivant, mais qu'elle avait laissé une trace. « Quelle trace ?» demanda Julien. « Le carnet » souffla le vieil homme. Lucie avait le carnet. J'ai donné l'adresse de cette maison de retraite à Lucie avant qu'elle ne quitte la ville, des années auparavant, car j'ai toujours su qu'un jour, quelqu'un viendrait demander. Je n'ai jamais su si elle l'utiliserait, si elle le garderait ou le jetterait. Un sourire infime, las et lourd de sens, apparut sur ses lèvres. Un jour, cette jeune femme se présente ici, avec les yeux de Lucie sur son visage, et demande Pierre Roussel. Alors j'ai compris que la trace avait fonctionné. Le silence qui s'installa ensuite n'était pas un silence vide. C'était le silence d'un lieu qui vient de recevoir trop d'informations pour les traiter immédiatement, comme un système qui a besoin d'un instant pour absorber la charge avant de continuer à tourner. Julien resta à contempler ses mains pendant un temps qu'il ne sut mesurer. C'étaient les mains d'un homme de 44 ans qui avait bâti une entreprise, élevé un fils, enterré une épouse, et qui croyait connaître l'histoire de sa propre famille avec la même précision que les contrats qu'il signait. Ces mêmes mains qui, à cet instant, tenaient une pièce d'un puzzle dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Sa mère avait eu une fille que son père avait rejetée, qu'une employée avait sauvée par amour, qui avait grandi dans une autre ville, dans une autre vie, en se croyant la fille adoptive de parents lointains. Une fille qui avait maintenant 31 ans, qui s'appelait Camille Lefebvre, qui traversait la ville en bus chaque nuit pour aider des enfants à lire, qui était arrivée chez lui avec un sac en cuir, une voix tranquille et une capacité inexpliquée à comprendre son fils dès le premier jour. Il leva les yeux et regarda Camille. Elle le fixait. Il y avait entre eux, à ce moment précis, la qualité de quelque chose que l'on voit pour la première fois après l'avoir eu sous les yeux tout le temps. Cette sensation spécifique et déroutante de comprendre que ce que l'on regardait n'était pas ce que l'on croyait voir. Les yeux de Camille n'étaient pas ceux de la nounou efficace qui organisait le cartable de son fils
et lavait les tasses le soir. C'étaient des yeux qui contenaient une histoire qui était, d'une certaine manière, sa propre histoire, partie du même point, divisée par la décision violente d'un homme qui n'était plus là pour s'expliquer. Vous le saviez, ce n'était pas une accusation, c'était un constat. Je savais la partie qu'il m'avait racontée. Camille choisit ses mots avec sa prudence habituelle, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une ouverture, comme une fenêtre qui s'était entr'ouverte durant la nuit et qui était maintenant grande ouverte. Je ne savais pas comment vous le prendriez. Je ne savais pas s'il y avait autre chose. Je suis venu travailler chez vous parce que... Elle marqua une pause. Parce que j'avais besoin d'être assez proche pour comprendre comment vous le dire, si je devais vous le dire, ce que la vérité vous ferait. Vous avez été recommandé, un détail qui émergeait de sa mémoire, par Hélène, qui a connu ma mère il y a bien des années, qui savait vaguement quelque chose de l'histoire, qui n'en a jamais connu les détails, mais qui m'a ouvert une voie. Elle ajouta avec un léger accent, « Ce n'était pas un hasard. » Julien resta silencieux pendant un long moment. Dehors, par la fenêtre, l'aube avait cette consistance particulière, ni nuit noire, ni encore lumière. Un temps intermédiaire qui n'appartenait tout à fait à aucun des deux camps. Pierre Roussel avait refermé les yeux. Cette fois, il y avait un poids différent dans son repos, comme le poids de celui qui a déposé un fardeau très lourd sur le sol après une longue marche et qui a enfin les mains libres. Julien se leva lentement de sa chaise. Il s'approcha de la fenêtre étroite et resta immobile face à la rue en contrebas. Une voie déserte, le cône de lumière d'un réverbère, le silence du vieux quartier. Il demeura là plusieurs minutes. Camille ne dit rien. Elle resta près du lit, la main posée avec douceur sur la rambarde en fer au pied du matelas, attendant avec la patience de qui sait déjà que certaines choses n'ont pas de raccourci. Je dois réfléchir. Quand Julien parla enfin, sa voix sortit avec un calme qu'il n'avait pas planifié. Un calme qui n'était pas de la froideur, mais l'effort d'un homme qui a appris toute sa vie à ne pas laisser l'émotion diriger, mis à l'épreuve aux limites de cet apprentissage. « Je sais, répondit Camille. Vous auriez dû me le dire plus tôt, c'était la vérité. Et il le dit sans dureté. J'aurais dû, admit-elle sans chercher à se défendre. Mais j'avais peur, pas de vous, de ce que cela pourrait faire à l'enfant, à la routine qu'il avait enfin trouvée. Une pause. J'avais peur d'être un chaos de plus dans la vie d'un petit garçon qui en avait déjà assez traversé. Julien se détourna de la fenêtre et la regarda. Pendant un instant, un seul, la contenance qu'il maintenait comme une seconde peau céda légèrement, et ce qui apparut dessous n'était pas de la faiblesse. C'était un homme qui portait une charge immense et qui avait besoin d'un instant pour la redistribuer. « Nous allons avoir besoin d'une longue discussion, » dit-il. « Je le sais. Mais pas maintenant. » Il regarda Pierre, qui respirait avec la régularité paisible du sommeil. Maintenant, il a besoin de repos. Et nous aussi. Ils sortirent ensemble de la chambre. Ils descendirent les escaliers en silence, passèrent devant la réceptionniste assoupie et franchirent la porte de la maison de retraite pour s'enfoncer dans la nuit qui devenait plus mordante. Sur le trottoir, ils s'arrêtèrent un instant sans trop savoir que dire, deux étrangers qui étaient, peut-être, bien moins étrangers qu'ils ne l'avaient pensé jusqu'à cette nuit. « Je peux vous raccompagner, proposa Julien. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas de la courtoisie, il est tard et les rues sont vides. » Elle hésita une seconde, puis opina du chef avec ce geste infime qui était sa manière d'accepter ce qui n'avait pas été demandé, mais qu'il était raisonnable d'accepter. Ils regagnèrent la voiture en silence. Ils traversèrent le vieux quartier par les rues que Julien avait parcourues plus tôt en la suivant, et qu'il parcourait maintenant en sens inverse, avec une vie totalement différente logée dans sa poitrine. Les lumières de la ville étaient les mêmes, les réverbères identiques, le trajet exactement le même. Mais celui qui passait là à cet instant était différent de celui qui était passé plus tôt. Devant le petit appartement où vivait Camille, il attendit qu'elle soit entrée. Il resta immobile dans sa voiture quelques minutes encore après que la fenêtre du premier étage se fût allumée, puis éteinte. Puis il conduisit vers sa maison, vers la résidence silencieuse, vers la chambre où Léo dormait avec cette profondeur tranquille des enfants qui ont enfin trouvé une stabilité. Il resta longtemps sur le seuil de la chambre de son fils, contemplant la petite silhouette sous la couette, écoutant le souffle régulier et doux de l'enfant. 7 ans. Il avait 7 ans et ignorait qu'il existait une femme qui l'aidait à lire chaque jour et qui était peut-être la tante qu'il n'avait jamais su avoir. Julien appuya son front contre le chambranle de la porte un instant. Il ferma les yeux. Il respira. Et la nuit continua autour de lui, indifférente et patiente,
tandis qu'en cet homme, quelque chose qui avait été solide toute sa vie commençait, très lentement et sans prévenir, à trouver une forme nouvelle. Il existe une différence fondamentale entre savoir une chose et avoir la certitude de cette chose confirmée par le monde matériel. Julien était arrivé à un point où savoir ne suffisait plus, non par manque de foi en ce que Pierre avait raconté, ni parce que la lettre de sa mère laissait place à un doute réel, mais parce qu'il y avait quelque chose chez l'entrepreneur méthodique, qu'il avait été toute sa vie, qui avait besoin que la vérité existe sur papier, dans une analyse, dans un chiffre, pour qu'ensuite, quand le monde extérieur demanderait des comptes, il ait quelque chose de plus solide que la parole d'un vieillard mourant et l'intuition d'un cœur qui n'avait pas encore appris à fonctionner sans contrôle. Son avocat lui indiqua une clinique spécialisée en génétique située à Lyon, discrète, efficace, avec des résultats rapides. Julien n'expliqua rien de plus que le strict nécessaire, seulement qu'il avait besoin d'une analyse de parenté entre deux adultes, dans la plus grande confidentialité, avec un rapport juridiquement valable. L'homme de loi acquiesça avec son professionnalisme habituel et ne posa pas la question qui lui brûlait visiblement les lèvres. La partie la plus délicate restait Camille. Il dut choisir le moment, le ton, les mots, avec l'intention qu'il mettait dans ses propositions commerciales les plus cruciales, sauf que cette fois le contrat était d'une autre nature, c'était la vérité. Et l'autre partie était une femme qui avait bâti sa propre identité sur une histoire qu'on était en train de démanteler. Ce fut un après-midi où Léo était resté chez un camarade de classe. La cuisine était déserte quand il arriva. Camille lavait un plateau, le dos tourné à la porte, et quand il entra, elle se retourna avec son naturel habituel, mais il y avait dans son mouvement une certaine anticipation, comme si elle aussi savait que la discussion reportée était enfin arrivée à son terme. « Je dois vous demander une chose », commença-t-il direct. C'était sa façon de faire. Et j'ai besoin que vous compreniez que je ne doute pas de ce qu'a dit M. Pierre, ni de ce qu'a écrit votre mère. Il ne s'agit pas de doute. Camille s'essuya les mains sur un torchon avec un mouvement lent. « Il s'agit de preuves. » « Oui. » Elle resta à fixer le tissu entre ses mains un instant. Puis elle acquiesça de ce signe de tête petit et précis qui était sa manière de confirmer ce qu'elle avait déjà décidé intérieurement avant même que la question ne soit finie. « Je le veux aussi. Pas pour la même raison que vous. Vous avez besoin d'un document. » Elle marqua une pause. « Moi, j'ai besoin de paix. » Il y avait une différence abyssale entre ces deux motivations, et tous deux le savaient, et personne ne chercha à la minimiser. C'étaient des choses légitimes et distinctes. Lui avait besoin d'un papier qui rende la vérité réelle aux yeux du monde. Elle avait besoin d'un fait qui rende sa nouvelle identité, celle qui se construisait sur les ruines de celle qui s'était effondrée, assez solide pour s'y appuyer. Ils se rendirent ensemble à la clinique un matin de semaine, pendant que Léo était à l'école. Aucun d'eux ne parla beaucoup dans la voiture. La ville défilait par les vitres avec le rythme indifférent du quotidien, le trafic des boulevards, les camions que Julien reconnaissait comme faisant partie de son secteur d'activité, les rues plus calmes des quartiers résidentiels. Il conduisait avec son attention appliquée habituelle et elle restait à regarder dehors avec une expression qui n'était pas exactement de la nervosité. C'était plutôt une sorte de disposition, celle de qui va à la rencontre de quelque chose qui ne peut plus être différé. La clinique était propre, fonctionnelle, sans drame. Une jeune réceptionniste les accueillit avec efficacité, fit l'admission, les accompagna dans une petite salle avec des chaises d'attente et une table où une technicienne en blouse blanche préleva les échantillons avec la même gentillesse impersonnelle que si elle le faisait chaque jour. Coton, seringue, tube en plastique avec étiquette, une routine de laboratoire. Sauf que sous cette routine, il y avait 40 ans de silence. Une mère qui avait porté une fille dans son cœur sans jamais pouvoir l'appeler par son nom, et deux adultes assis côte à côte dans une petite pièce qui pouvaient être, ou non, frères et sœurs. « Les délais pour les résultats sont de 3 semaines ouvrées, » dit la technicienne avec une politesse neutre. « Nous vous contacterons au numéro enregistré. » De retour à la voiture, ils restèrent assis un moment sans allumer le moteur. La rue dehors continuait d'être animée. Un couple passait avec un chien, un enfant sur une trottinette suivait sa mère sur le trottoir. « 3 semaines, » murmura Camille. « 3 semaines, » confirma-t-il. Il y avait un territoire étrange entre eux. Pas de l'embarras, pas exactement. C'était plutôt la sensation de deux personnes qui attendent de savoir quel nom donner à ce qu'il y a entre elles. Une chose qui existait déjà, qui avait déjà changé la donne, mais qui n'avait pas encore de nom officiel. Pas de document, pas de confirmation du monde. Durant ces jours d'attente,
quelque chose changea dans la dynamique de la maison d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait orchestrée. Cela se produisait de façon organique, dans les petits détails, dans les moments qui n'avaient pas été planifiés. Un après-midi, Julien arriva du bureau en avance et trouva Camille et Léo en train de faire un puzzle dans le salon. Elle en avait apporté un de chez elle, avec de grandes pièces et des figures d'animaux. Et tous deux étaient penchés sur la table avec la concentration silencieuse de ceux qui sont absorbés par une tâche exigeante. Julien resta immobile à l'entrée un moment, avant de s'annoncer. Il y avait quelque chose dans cette scène qui l'atteignit d'une manière qu'il ne sut nommer immédiatement. Le calme des deux, le naturel, la sensation d'un espace qui avait trouvé son juste remplissage. Un autre après-midi, alors qu'il faisait chauffer du café et qu'elle préparait le goûter de l'enfant, il y eut une conversation qui commença sur l'organisation pour aller chercher Léo le lendemain et qui dériva, sans que personne ne s'aperçoive de la transition, vers l'enfance de chacun. Elle parla de la ville où elle avait grandi, de la façon dont sa mère l'avait élevée dans un petit appartement, mais avec une présence immense, de la façon dont elle avait appris à lire de la même manière qu'elle essayait de l'enseigner aux enfants de l'école du soir, à voix haute avec patience un mot à la fois. Lui parla de la façon dont l'entreprise de son père avait été le seul vocabulaire de masculinité qu'il avait reçu de Victor, qu'il avait hérité de l'activité, mais qu'il se demandait parfois s'il avait aussi hérité des parts qui n'étaient pas bonnes. « Vous vous le demandez souvent, observa-t-elle, non comme une affirmation mais comme une constatation. C'est la première fois que je me le demande vraiment. » Et il y avait dans cette honnêteté une qualité que Julien lui-même reconnut comme nouvelle, celle de parler de soi à quelqu'un sans calculer au préalable l'impact de ses paroles. Mais les semaines avaient aussi leur poids. Il y avait des moments où l'attente devenait trop concrète, des nuits où Julien restait dans son bureau après que Léo se fut endormi et où sa pensée ne quittait simplement pas l'orbite de ce qu'il avait entendu dans cette salle de clinique. Il y avait des questions qui n'avaient pas de réponse. Si le résultat confirmait le lien, qu'est-ce qui changerait en pratique? Continuerait-elle à travailler ici? Le rapport entre eux devrait-il être reconfiguré complètement? Et Léo, quand? Comment? Avec quels mots? Et il y avait la question du père. Victor Beaumont avait été le pilier de la narration familiale que Julien portait avec lui. Un homme rigoureux et bâtisseur qui avait érigé une entreprise à partir de rien avec discipline et vision, et qui avait transmis à son fils la même éthique de travail qui avait fait croître l'Empire. C'était l'histoire que Julien s'était racontée et qu'il avait racontée à son fils. Maintenant, cette histoire avait un trou au milieu. Une décision prise par ce même homme 40 ans plus tôt, d'effacer de la famille une petite fille qui n'était pas la sienne. Une décision qui avait brisé une vie en deux et qui avait résonné en silence pendant des décennies, sans que personne ne le sache. Un soir, il retourna voir Pierre, seul cette fois. Le vieil homme était réveillé quand il arriva, assis légèrement, appuyé sur les oreillers, avec l'expression de celui qui attendait. La réceptionniste l'avait prévenu de la visite. « Comment vous sentez-vous » demanda Julien en tirant la chaise. « Plus léger, répondit Pierre avec une simplicité absolue. Plus léger que je ne l'ai été pendant bien des années. » Ils restèrent en silence un moment, puis Julien dit sans préparation « Vous n'avez jamais pensé à le raconter avant ?» Le vieillard resta à fixer le plafond avec cette qualité de celui qui pèse une réponse honnête. « J'y ai pensé, bien des fois. Mais monsieur Victor était encore en vie. Et après qu'il est parti, il s'était écoulé tant de temps que je ne savais plus si le faire aiderait ou détruirait tout. Une petite fille désormais adulte, une vie construite. Qui suis-je pour arriver et dire que la vie que tu as bâtie était basée sur un mensonge? Mais vous l'avez raconté à Camille. Elle est venue demander. » Il y eut une inflexion dans sa voix. Quand quelqu'un vient demander, c'est qu'il est prêt à écouter, ou du moins prêt à essayer. Un sourire infime, las et plein de sens, apparut. Et après qu'elle est venue, il a semblé que le moment était arrivé, que le cercle s'était refermé. Julien resta avec cette pensée. Le cercle s'était refermé. Il y avait dans cette idée, simple dans l'énoncé, complexe dans le développement, quelque chose qui avait du sens, d'une manière que les tableurs n'avaient pas. Le monde avait parfois une logique propre, une logique qui n'était pas celle des contrats ou des décisions prises en salle de réunion, mais qui fonctionnait de la même manière, parfois avec plus d'efficacité. « Mon père, commença Julien après un silence, vous avez travaillé pour lui pendant 20 ans. Est-ce que vous l'aimiez ?» Pierre resta silencieux un long moment avant de répondre. Quand il le fit, il y avait dans cette lenteur le poids d'une considération honnête. Je le respectais. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait et ne s'excusait pas de le vouloir.
Pour ceux qui travaillaient pour lui, c'était une bonne chose. On savait toujours à quoi s'attendre. Mais il y avait en lui une dureté qui faisait parfois mal à voir. Madame Isabelle avait des marques qui n'étaient pas physiques. Vous étiez enfant, vous ne voyiez pas. Mais moi, je voyais. Julien resta silencieux, assimilant ses paroles. « Vous l'admirez encore ?» demanda Pierre avec une curiosité directe que seuls les très vieux ou les très libres possèdent. « J'essaie encore de séparer les choses », répondit Julien avec une franchise qu'il reconnut lui-même comme inhabituelle. Ce qu'il a construit de bon, ce qu'il a fait de mal, les deux sont réels. C'est la partie la plus difficile. Le vieillard acquiesça avec cette sagesse tranquille. Aimer quelqu'un avec ses défauts, malgré tout, en même temps que tout. Il rentra chez lui cette nuit-là avec la conversation qui lui résonnait en tête. Léo dormait déjà. La maison possédait le silence spécifique des demeures après que les enfants se sont endormis. Un silence vivant, plein de présence, différent du silence vide. Il resta immobile dans la cuisine un moment, regardant la table où le puzzle des animaux était encore à moitié terminé, avec les pièces restantes organisées par couleur dans un ordre qui était clairement l'œuvre de Camille. La même attention méticuleuse qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. 3 semaines, c'était ce qu'il restait. Mais il y avait quelque chose que le temps d'attente accomplissait, quelque chose qu'aucun rapport de laboratoire n'aurait pu faire. Il permettait que la chose se produise lentement, que tous deux s'adaptent à une nouvelle réalité avant qu'elle ne soit confirmée par un document, que le cœur fasse le travail que l'esprit cherchait encore à catégoriser. Et il y avait dans cela, dans la lenteur forcée du processus, dans l'impossibilité d'anticiper, quelque chose qu'un homme habitué à tout contrôler devait apprendre, que certaines choses arrivent en leur temps, que tous les termes ne peuvent être négociés, que parfois la vie fait ce qui doit être fait et que la seule chose que l'on puisse faire est d'être présent pendant que cela arrive. Et tandis que ces 3 semaines passaient sur Lyon, avec ce mélange de soleil et de pluie typique de la région, tandis que les camions de l'entreprise de Julien sillonnaient les routes et que les enfants de l'école du soir apprenaient de nouveaux mots et que le vieux chauffeur se reposait avec un sourire qui avait mis des décennies à apparaître au 3e étage d'une clinique sobre, un petit examen attendait son heure dans un tube en plastique étiqueté, gardant en lui la confirmation ou l'infirmation d'une histoire commencée 40 ans plus tôt par le choix erroné d'un homme qui n'était plus là pour le corriger. Et les jours passaient. La pluie arriva sans crier gare, comme c'est souvent le cas dans la vallée du Rhône. Le ciel qui se referme brusquement, la température qui chute en un quart d'heure, puis le fracas de l'eau sur le toit avec cette intensité qui sature tout, effaçant le trafic, le bruit des voisins et toute pensée qui ne soit pas celle de l'averse battant contre les vitres. C'était un mardi après-midi quand le téléphone de Julien vibra sur son bureau. Le numéro était celui de maître Marc Quignard. Mais avant même de décrocher, Julien le sut. Il y avait quelque chose dans cet instant, la pluie, le silence dans le bureau car sa secrétaire s'était absentée, la qualité particulière de cet après-midi qui portait le poids d'un moment en marche depuis des semaines et qui arrivait enfin. « Le rapport est disponible », annonça Marc avec sa concision habituelle. « Je peux vous l'envoyer maintenant, ou bien vous préférez venir le chercher en personne. Envoyez-le par mail. » L'appel dura 45 secondes. Julien resta le téléphone à la main un instant, puis ouvrit son ordinateur. Le message était déjà là. Marc était d'une efficacité redoutable. Le fichier joint était un PDF avec le logo de la clinique, le numéro de dossier, la date et la signature numérique du généticien responsable. Il cliqua pour l'ouvrir. Le jargon technique occupait les premières pages. Probabilité calculée, analyse de marqueurs spécifiques, pourcentage de compatibilité. Julien lut tout, mot après mot, avec l'attention qu'il accordait au contrat majeur. Non par méfiance envers le résultat, mais parce qu'il y avait dans ce moment de lecture quelque chose qui ne pouvait être précipité, qui méritait toute la présence dont il disposait. Le résultat se trouvait à la dernière page, dans une section de conclusion que le laboratoire avait rédigée avec la précision clinique que la situation exigeait. La compatibilité était de 97% dans les paramètres établis pour le lien de parenté biologique par voie maternelle. Ils étaient frères et sœurs. Julien resta immobile à fixer ce chiffre pendant un temps qu'il ne sut mesurer. La pluie frappait la fenêtre du bureau avec une force accrue. Une petite flaque se formait sur le rebord de la fenêtre qu'il oubliait toujours de bien calfeutrer. L'odeur de la terre mouillée s'insinuait par quelques fissures qu'il n'avait jamais réussi à identifier. Il referma lentement l'ordinateur. Il s'approcha de la fenêtre
et resta à contempler la cour extérieure où les ondées formaient un miroir d'eau sur les pavés irréguliers. Les employés couraient, leurs dossiers sur la tête, vers le parking couvert. Un parapluie s'ouvrit au portail dans cette lutte comique que les parapluies engagent contre le vent. La ville continuait de fonctionner dehors comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas un mardi après-midi et qu'un homme n'était pas debout devant une fenêtre, l'image de sa propre famille totalement reconfigurée. Il saisit son téléphone et composa le numéro de Camille. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. « Allô ?» Le résultat est arrivé. Un silence, bref mais total. Et, c'est vrai, il ne parvint pas à le formuler de manière plus élaborée. C'était aussi simple que cela. Tout est confirmé. Le silence qui suivit fut différent de tous ceux qu'il avait partagés avec elle. C'était le silence de celui qui reçoit une nouvelle qu'il attendait déjà, mais qui, en arrivant, pèse d'un poids pour lequel aucune anticipation ne vous prépare vraiment. « Très bien », murmura Camille. Sa voix était ferme, mais on y sentait cette tension de quelque chose de serré, maintenu à sa place par pur effort. « Très bien. Voulez-vous que je passe vous voir ? Ce n'est pas nécessaire pour le moment. J'ai besoin d'un peu de temps. » Elle marqua une pause. « Mais demain, nous pourrons parler demain. » « Entendu. » Il raccrocha. Il resta le téléphone en main encore un moment, puis appela le bureau de sa secrétaire pour dire qu'il partait plus tôt. Il prit son manteau, ses clés, et s'en alla au milieu de la pluie désormais dense et constante, la ville sous ce voile gris qui effaçait les distances et rendait tout plus proche. Le lendemain matin, le soleil revint avec cette clarté spécifique qui suit les gros orages, comme si l'air avait été lavé et que la lumière arrivait plus directe, plus réelle. Léo partit à l'école avec son cartable neuf et un petit mot de Camille dans son carnet, comme toujours. Elle arriva à l'heure habituelle, prépara le café, laissa la tasse de Julien sur le comptoir et quand il descendit, elle était dans la cuisine avec sa posture calme habituelle. Mais il y avait dans ses yeux, ce matin-là, une qualité différente. Ce n'était pas de la tristesse, pas exactement. C'était l'expression de quelqu'un qui a passé la nuit à faire la paix avec une vérité et qui est arrivé de l'autre côté, toujours debout. « Vous avez dormi ?» demanda-t-il sans détour. « Peu, répondit-elle simplement, mais j'ai dormi. » Ils s'assirent à la même table où Léo avait fait son puzzle. C'était la première fois qu'il s'installait là sans la présence de l'enfant. Il y avait dans le fait d'occuper cet espace sans le troisième élément quelque chose qui rendait la discussion plus directe, plus exposée. « Je veux vous dire une chose que je ne vous ai pas encore dite, » commença Camille, les mains serrées autour de sa tasse. « Quand je suis venu travailler ici. » Au début, il attendit. « J'avais peur de vous. » Elle le dit avec une honnêteté qui ne demandait pas d'excuses. « Pas de vous en tant que personne. Je ne savais pas encore qui vous étiez. J'avais peur de ce que vous pourriez faire si vous saviez. Si vous pouviez me chasser de la vie de Léo. Si vous pouviez tout rejeter. Si vous pouviez être comme... » Elle s'interrompit. « Comme mon père. » Oui, Julien accusa le coup. La comparaison faisait mal d'une manière précise. Non parce qu'elle était injuste, mais parce qu'il en comprenait la logique. Il était le fils de l'homme qui avait ordonné d'effacer cette petite fille. Il était l'héritier de l'empire que cet homme avait bâti. Il y avait toutes les raisons du monde pour que Camille s'approche avec prudence, avec observation, avec la planification de celui qui doit évaluer le terrain avant de s'exposer. « Et après ?» demanda-t-il. Un silence. Ses yeux rencontrèrent les siens avec cette clarté qui était sa marque de fabrique, cette capacité à regarder quelqu'un sans détourner les yeux, sans minimiser, sans embellir ce qui est difficile. Après, j'ai vu que vous n'étiez pas lui. Vous avez des parts de lui, la rigidité, le contrôle, la difficulté à laisser entrer ce qui n'a pas été prévu. Mais vous allez dans la chambre de Léo lui lire des histoires, même quand vous êtes épuisé. Vous apprenez des recettes de pâtes au fromage sur votre téléphone à 11h du soir, parce que l'enfant vous l'a demandé. Vous n'êtes pas lui. Le silence après ces paroles possédait une qualité nouvelle. C'était un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. « Ma mère, » reprit Camille après un moment. « Lucie. Je devais vous parler d'elle plus longuement. » Elle posa ses mains sur la table, entrelacées avec légèreté. C'était une femme extraordinaire. Elle n'avait pas d'argent, pas d'instruction au-delà du brevet, pas de ressources, sinon son propre cœur. Mais elle m'a élevé avec une richesse que je n'ai comprise que bien plus tard. La richesse de celui qui croit que ce que l'on fait compte, même quand personne ne regarde. Elle marqua une brève pause. Elle a sauvé une enfant qui n'était pas la sienne. Elle a élevé cet enfant comme si elle l'était. Et elle n'a jamais demandé de crédit,
n'a jamais prétendu à la reconnaissance, n'a jamais raconté l'histoire pour jouer les héroïnes. Elle l'était, affirma Julien avec une simplicité absolue. Elle l'était. Camille sourit, un sourire qui contenait à la fois l'amour et le deuil, les deux mêlés, comme c'est le cas pour les gens qui aiment vraiment. Et j'ai l'impression que votre mère et elle se seraient comprises. Deux femmes qui ont fait leur possible dans un monde qui ne leur laissait pas beaucoup d'espace pour choisir. Madame Isabelle, Camille l'avait appelée votre mère. Pourtant, à cet instant, Julien sentit que le lien était plus complexe que le simple pronom, car Isabelle avait été la mère de Camille aussi. Elle avait porté cet enfant en elle, avait souffert de la séparation dans un silence de plusieurs décennies, avait laissé une lettre et une trace d'indice pour que sa fille, le moment venu, sache qu'elle avait été aimée avant d'être perdue. « Il y a une lettre, dit-il, et il alla la chercher. Il revint avec l'enveloppe qu'il avait trouvée dans le tiroir de l'appartement de sa mère. Il la posa devant Camille avec précaution, comme on dépose un objet précieux. « Je l'ai trouvée dans ses affaires. Il n'y a pas de nom, mais je sais qu'elle est pour vous. » Camille fixa l'enveloppe un long moment sans la toucher. Puis elle tendit la main et s'en saisit avec les deux mains, avec une délicatesse presque cérémonielle, comme quelqu'un qui attrape un objet dont il sait qu'il contient toute l'épaisseur du temps. Elle l'ouvrit lentement. Elle lut en silence. Julien ne la regarda pas pendant sa lecture. Il contempla par la fenêtre de la cuisine le jardin qui brillait sous la lumière d'après la pluie. Il perçut à une ou deux reprises le son de la respiration de Camille, cette façon spécifique de ceux qui retiennent leurs émotions non pour les cacher, mais pour ne pas s'y noyer tant qu'ils doivent rester présents. Quand elle eut fini, elle replia la lettre avec le même soin qu'elle l'avait ouverte. Elle resta silencieuse un moment. Elle savait que je trouverais le chemin. Ce n'était pas une question. Elle a laissé le chemin exprès, répondit Julien. Encore du silence. Puis Camille dit, de cette voix ferme qui était sa structure même, la voix qu'elle utilisait pour porter ce qui devait être porté, « Je ne sais pas comment on fait pour être une sœur. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'en ai jamais eu. » Elle marqua une pause infime. « Et vous ?» Il dut y réfléchir. « Non, moi non plus. » « Alors nous allons apprendre tous les deux en partant de zéro. » On dirait bien. Elle leva les yeux vers lui. Et il y avait en eux, dans cette matinée de soleil après la pluie, avec l'odeur de la terre mouillée encore dans l'air, la tasse de café qui refroidissait sur la table et la lettre de la mère repliée entre ses mains, il y avait en eux quelque chose qui était à la fois la douleur de tout ce qui avait été perdu et la possibilité réelle de tout ce qui pouvait encore être construit. « Il y a une chose que je sais, dit-elle. Quoi que nous construisions désormais, ce sera différent de ce que cela aurait été si nous avions grandi ensemble. Ce ne sera pas normal, il n'y aura pas d'histoire partagée, pas de souvenirs d'enfance. Ce sera, elle chercha le mot, une fraternité d'adultes, avec tout ce que cela comporte. C'est mieux que de ne pas en avoir, dit-il. Bien mieux. Et ce fut dans ce moment simple, dans cet échange sans drame ni cérémonie, que quelque chose se stabilisa entre eux, avec la solidité des choses qui arrivent sans avoir été planifiées et qui, pour cette raison même, durent, parce qu'elles n'ont pas été construites pour l'apparence, n'ont pas été calculées pour les faits, mais sont arrivées sous la forme la plus basique qui soit, comme la vérité a coutume d'arriver quand elle trouve enfin l'espace pour entrer. Léo rentra de l'école cet après-midi-là avec un dessin qu'il avait fait pendant l'heure d'art plastique. Le dessin d'une maison, avec 3 silhouettes de tailles différentes devant. La plus grande tenait la main de la plus petite. Celle de taille moyenne était de l'autre côté. Il le remit à Camille avec le sérieux de celui qui offre un objet d'un poids réel. « C'est notre famille », expliqua-t-il avec la tranquille conviction de ses 7 ans. « Je l'ai fait en grand pour qu'on puisse le mettre sur le frigo. » Aucun des deux adultes ne dit mot pendant un instant. Puis Camille s'accroupit à la hauteur de l'enfant et le serra contre elle avec cette étreinte spécifique qu'elle savait donner. Ferme, présente, sans hâte. Et Léo enfouit son visage dans son épaule avec l'abandon complet des enfants qui savent où ils sont en sécurité. Julien resta à contempler cette étreinte dans le couloir de la cuisine, le dessin encore à la main, tandis que l'après-midi entrait par la fenêtre en large bande de lumière. Il fixa le dessin sur le réfrigérateur. Les semaines qui suivirent la confirmation possédèrent cette qualité particulière des périodes où la vie doit se réorganiser autour d'une nouvelle vérité, un processus qui se produit moins par de grandes révélations que par de petits ajustements quotidiens, par des mots nouveaux qui trouvent leur place dans le vocabulaire,
par des frontières qui se déplacent discrètement pour accueillir ce qui est arrivé. Pierre Roussel s'éteignit un mercredi après-midi, 3 semaines après la nuit où il avait tout raconté. Camille était là. Elle y avait été chaque jour, comme toujours. Julien arriva 2 heures après avoir reçu l'appel de l'établissement et trouva Camille assise dans le couloir, les mains sur les genoux, avec l'expression de celle qui a déjà traversé le deuil et sait que le chemin est long, mais qu'il a une fin. La réceptionniste confia que, durant ces derniers jours, le vieil homme avait dormi avec une tranquillité qu'elle voyait rarement, cette paix spécifique de celui qui a terminé ce qu'il avait à faire au monde et peut enfin se reposer. Il souriait en dormant, dit-elle avec une tendresse qui révélait ses 2 années de soins quotidiens. On finit par connaître les patients. Celui-ci portait un poids qu'il a déposé peu à peu sur la fin. Et quand il l'a fait, il est devenu léger. Julien resta immobile dans le couloir un instant, fixant la porte close de la chambre au fond. Il y avait un silence différent de ce côté-là désormais. Non plus le silence du sommeil, mais l'autre. « Il vous a demandé quelque chose ?» demanda Julien à Camille, à voix basse. « Il m'a demandé de prendre soin de son histoire, » répondit-elle. « Pas de l'histoire publique, de l'histoire réelle. » Il acquiesça. Il y avait dans cette consigne simple toute la gravité qu'un homme âgé peut mettre dans une ultime phrase. L'enterrement fut intime. Camille, Julien, la réceptionniste et 2 autres employés de la maison de retraite qui s'étaient occupés de Pierre au fil des ans. Aucun membre de la famille, car il n'y en avait pas. Une petite cérémonie dans un cimetière du quartier historique, sous un ciel nuageux qui ne se résolut pourtant pas à pleuvoir. Le prêtre qui les accompagna était jeune et parla avec une sincérité qui compensait son manque de connaissances sur l'homme qu'avait été Pierre. Et quand ce fut fini, Camille resta un moment devant la tombe avant de s'éloigner, la main posée légèrement sur le marbre froid, dans un geste qui était à la fois un adieu et un merci. Dans la voiture, au retour, personne ne parla pendant un moment. La ville défilait par les vitres avec son habituelle indifférence. « Il était la dernière pièce », finit par dire Camille. « La pièce qui manquait depuis 40 ans, répondit Julien, et qu'il est resté garder. À ses propres frais. » Elle resta à regarder dehors. Il y avait des gens avant lui qui auraient pu raconter, d'autres personnes à la villa qui connaissèrent des morceaux, mais il a été le seul à garder le tout, et le seul à attendre le moment opportun. Julien fixa la route devant lui. Parfois je me demande s'il vous a vraiment reconnu à votre visage, ou s'il attendait simplement que quelqu'un avec les traits de Lucie apparaisse un jour. Les deux peuvent être vrais. La réponse de Camille possédait cette qualité qui lui était propre. L'économie précise de celle qui sait que moins on en dit, plus c'est juste quand la chose est suffisamment complexe. Durant ces jours, Julien dut aussi s'atteler à une tâche qu'il avait reportée avec le malaise de celui qui sait qu'une chose est nécessaire mais pas aisée. Il se rendit un après-midi à l'état civil où il avait été enregistré et où, avec l'aide discrète de son avocat, il avait demandé des copies d'anciens certificats. Le processus pour retracer les registres de la naissance de Camille, qui avait été faite sous un faux nom, dans une clinique d'une autre ville, au sein d'une trame que Victor avait organisée pour que l'enfant disparaisse de la carte officielle de la famille, était complexe et devrait passer par une procédure légale si un jour il voulait régulariser la reconnaissance formelle. Il en discuta avec maître Marc Quignard lors d'un long après-midi. « Cela dépend de ce qu'elle souhaite », dit l'avocat avec la précision juridique qui le caractérisait. « Légalement, c'est possible. La reconnaissance de paternité, ou dans ce cas de maternité, peut être demandée par voie judiciaire même après le décès des parents, grâce au test ADN. Vous, monsieur Julien, pouvez la reconnaître formellement comme votre sœur, si vous le désirez, sur la base de ce même rapport. Mais cela n'a de sens que si c'est ce que vous voulez tous les deux. » Julien soumit la question à Camille, avec la franchise qui était devenue leur ton habituel, sans détour, sans cérémonie superflue. Elle resta silencieuse un bon moment. Ils étaient dans le jardin de la maison, un après-midi où Léo était resté à l'école pour une répétition de spectacle et où tous deux profitaient d'un rare moment de calme sans l'enfant. Le jardin avait cet aspect de fin de journée. L'ombre des arbres s'allongeait, la lumière s'inclinait, devenant plus dorée, et le chant des oiseaux s'intensifiait avant de se taire avec l'obscurité. « Vous le voulez ?» demanda-t-elle. « Je veux que vous ayez droit à ce qui est vôtre, » répondit-il sans ambiguïté. « Quel que soit le nom légal de tout cela. Mais vous, comment le voulez-vous » Il y réfléchit. Il y avait une différence entre ce qui était juste et ce qu'il ressentait, et cette fois, pour la première fois depuis longtemps, il décida de répondre en partant du second. « Je veux que vous soyez ma sœur, même sur le papier, pas pour le document en lui-même,
mais parce que le document peut être la façon de dire au monde ce qui est déjà une vérité. Camille garda cette pensée un instant de plus. Je devrais y réfléchir, pas parce que j'ai des doutes. Je devrais réfléchir à ce que je ressens par rapport au nom Beaumont, si c'est un nom que je veux porter. Elle le dit sans rancœur, c'était une évaluation honnête. Ce nom me lie à une histoire qui a des parts que je n'ai pas choisies et qui n'ont pas été tendres. Vous n'avez rien à changer, précisa-t-il avec attention. Vous pouvez reconnaître le lien sans prendre le nom. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Est-ce que je peux m'appeler Camille Lefebvre-Beaumont? Elle marqua une pause. Ce serait comme garder les deux histoires, celle que Lucie m'a donnée et celle qu'Isabelle m'a donnée. Vous le pouvez. Et il y avait dans cet échange, pratique, direct, sans drame, une qualité qui révélait ce qu'était devenu leur rapport. Non pas la fraternité de ceux qui ont grandi ensemble, avec des souvenirs partagés, des disputes d'enfance et des photos dans les mêmes albums, mais une fraternité bâtie par des adultes qui se sont choisis l'un l'autre avec une conscience que les enfants n'ont pas. Plus solide peut-être, parce que choisie, plus délibérée, plus honnête, plus coûteuse en charge émotionnelle et pour cela plus durable. La discussion qui devait avoir lieu avec Léo avait tourné entre Julien et Camille pendant des jours. Le quand, le comment, combien expliquer à un enfant de 7 ans sans le surcharger d'une histoire qui pesait déjà trop lourd pour les adultes concernés. Ils décidèrent que la vérité devait être dite simplement, avec le vocabulaire de l'enfant, sans mise en scène. Cela arriva un samedi matin, de manière totalement imprévue, comme la plupart des choses importantes dans cette maison. Léo était assis sur le comptoir de la cuisine en train de manger un fruit, les pieds ballants, quand il regarda Camille, qui lavait sa tasse et demanda avec ce naturel désarmement des petits de 7 ans « Est-ce que Camille va rester dans notre famille pour toujours ?» Julien, qui se trouvait à côté, sentit la question comme une porte ouverte. Il regarda Camille. Elle acquiesça de ce geste infime qui était désormais un langage entre eux. « Camille fait partie de notre famille », dit Julien en s'accroupissant légèrement pour être à la hauteur de son fils. « C'est ma sœur, ce qui revient à dire qu'elle est ta tante. » Léo resta à fixer son père avec l'expression de celui qui traite l'information avec tout le sérieux requis. Puis il regarda Camille, puis à nouveau son père. « Tante ?» répéta-t-il. « Tante », confirma Julien. Alors Léo se tourna vers Camille, les yeux écarquillés, et dit, d'une voix qui découvrait un fait évident gardé pour le bon moment, « Tante Camille ». Ce ne fut pas une exclamation, ce ne fut pas une cérémonie. Ce fut le naturel absolu d'un enfant qui avait déjà ressenti la chose avant même que les adultes ne trouvent les mots pour la dire, comme si le nom venait seulement confirmer ce que son cœur avait déjà enregistré depuis des mois, dès la première fois où elle l'avait aidé avec son cahier, dès la première histoire lue avant de dormir, dès le premier mot dans son carnet d'école avec une devinette sur les dinosaures. Camille entr'ouvrit la bouche, comme si le mot était arrivé dans un endroit où il y avait beaucoup d'espace pour l'accueillir, puis elle sourit. Un sourire totalement différent de tous ceux que Julien avait vus chez elle, un sourire libre d'une manière que les autres n'étaient pas, qui n'avait besoin de rien garder, ni retenir, ni contrôler. « Tante », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Et Léo retourna à son fruit avec la désinvolture de celui qui a réglé la question et peut passer à autre chose, laissant les adultes dans la cuisine avec cet instant suspendu dans l'air comme l'odeur du petit déjeuner. Chaud, présent, complètement ordinaire de la façon dont seules les choses extraordinaires parviennent à l'être. Cet après-midi-là, Julien se rendit seul dans le vieux quartier. Il passa par la place où il était resté immobile devant les grilles de l'école du soir, des mois auparavant, regardant Camille pencher la tête sur le cahier d'une petite fille. Le bâtiment était fermé à cette heure. Les cours avaient lieu la nuit. Mais il y avait des signes sur cette façade, sur ces grilles rouillées, sur ces murs gris qui témoignaient d'un travail qui continuait de se faire pendant que le reste de la ville dormait. Des enfants qui passaient là le jour sans savoir ce qui se passait dans cet espace la nuit. Le monde qui existe en parallèle du monde que la plupart des gens voient. Il pensa à appeler Madame Françoise. Une idée prenait forme depuis quelques jours. Non pas une idée philanthropique de grands gestes, mais une idée pratique de quelqu'un qui s'y connaît en logistique et voit où une ressource pourrait être allouée pour faire une réelle différence. Des cahiers, des pupitres identiques, une ampoule décente dans le couloir, peut-être une petite réfection du toit que Camille avait mentionné comme laissant passer l'humidité les jours de pluie. Des choses concrètes, mesurables, qui pouvaient être faites sans transformer ce lieu en une vitrine de générosité.
Camille avait dit, quand il l'avait suggéré la semaine précédente, que Françoise accepterait probablement avec la méfiance légitime de celle qui a déjà vu l'argent extérieur transformer un projet communautaire en une opération de relations publiques. « Alors nous le ferons d'une manière qui ne soit pas celle-là », avait répondu Julien. Et il y avait dans cet échange, à nouveau, la qualité d'un partenariat qui se nouait, non parce que c'était nécessaire, mais parce qu'ils avaient découvert que cela pouvait l'être. Il rentra chez lui par le chemin des écoliers, sans hâte particulière, traversant des quartiers qu'il avait appris à connaître ces dernières semaines d'une manière qu'il ignorait auparavant. La ville qu'il pensait n'être qu'une, la ville des contrats, des résidences de luxe et des camions sur la route, en cachait d'autres en son sein. Il y avait une ville qui traversait la nuit en bus à minuit pour aider des enfants que personne ne voyait. Il y avait une ville de maisons de retraite modestes où des vieillards gardèrent des secrets par amour. Il y avait une ville de places aux pavés inégaux où la vérité attendait patiemment ceux qui étaient prêts à l'entendre. Et il était arrivé dans cette ville par hasard, par entêtement, par une curiosité qu'il avait prise pour du soupçon et qui s'était avérée par des chemins qu'aucun tableur n'aurait pu prévoir, être la chose la plus réelle qui lui soit arrivée depuis bien des années. Il arriva à la maison. Léo était dans le jardin avec un ballon. Camille était à la fenêtre du salon, absorbée par une lecture. Elle avait apporté un livre que la petite fille de l'école du soir lui avait offert, fait à la main, avec du papier plié et cousu, avec une dédicace en grandes lettres irrégulières, qui était la fierté d'une enfant ayant appris à écrire son propre nom. Elle leva les yeux quand il entra. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Je suis passé devant le bâtiment, » répondit-il en retirant son manteau. « Je parlerai à Françoise cette semaine. Elle voudra savoir ce que vous voulez en échange. Rien qu'elle puisse donner. » Il alla dans la cuisine prendre un verre d'eau. Par la fenêtre, on voyait Léo shooter dans son ballon avec une concentration amusée dans le jardin. Ce sera difficile de la convaincre. « Ça le sera », convint-elle depuis le couloir. « Mais vous êtes doué pour ne pas abandonner. » Il y avait dans son ton quelque chose qui ressemblait à de la légèreté. Non pas du sarcasme, ni de la provocation, mais la légèreté spécifique de celui qui apprend à plaisanter avec la personne à ses côtés parce qu'il a découvert qu'il pouvait le faire. Que l'espace entre eux laissait de la place pour cela aussi. Il sourit, un sourire discret, tourné vers la fenêtre, que Léo ne vit pas et que Camille ne vit pas non plus. Un sourire rien que pour le jardin, pour l'après-midi et pour l'idée, encore neuve, étrange et totalement inattendue, que sa famille était devenue plus grande qu'elle ne l'était, et que c'était une bonne chose. Le processus légal prit des mois. Non pas qu'il y eût des obstacles insurmontables. L'avocat avait tracé la voie avec la précision qui le caractérisait, et le test ADN rendait la reconnaissance sans appel sur le plan technique. Mais il y avait la bureaucratie, d'anciens documents à retrouver dans les registres d'autres municipalités, des actes originaux établis sous de faux noms qui exigeaient un protocole spécifique pour être rectifiés. C'était le travail lent et nécessaire pour que la vérité existe aussi sur le papier, pour rendre réel dans le monde formel ce qu'il était déjà dans la vie des gens. Pendant cette période, la vie de la maison se réorganisa avec la lenteur naturelle des choses qui n'ont pas été planifiées et qui, pour cette raison, ont besoin d'espace pour trouver leur forme. Le lien entre Julien et Camille, qui avait été pendant des mois celui d'un employeur et d'une employée efficace, et qui s'était transformé en une seule nuit sur une place déserte et dans une chambre de maison de retraite en quelque chose de totalement différent, continua de se développer avec la qualité d'une fraternité apprise sur le tas. Il y avait des jours où la discussion était facile, fluide, avec le naturel de deux personnes qui se connaissent bien. Il y en avait d'autres où tous deux butaient sur une étrangeté résiduelle, le poids des histoires qu'ils n'avaient pas partagées, des enfances qui n'avaient pas été parallèles, des années où l'un ignorait l'existence de l'autre. Mais il y avait une chose claire dès le début, que personne n'eut besoin de négocier ou de bâtir avec effort. L'affection pour Léo était leur terrain d'entente. C'était le lieu où tous deux se rejoignaient sans coup, sans besoin d'explication, car l'enfant avait été le fil conducteur qui les avait reliés, avant même que toute révélation ne les unisse formellement. Léo, de son côté, avait incorporé le mot « tante » avec l'aisance absolue des enfants, qui n'ont pas la rigidité des adultes quant aux catégories d'appartenance. Il appelait Camille « tante Camille », avec le même naturel qu'il appelait son père « papa », comme s'il en avait toujours été ainsi, comme si le vocabulaire de la famille n'avait fait que combler un espace qui attendait d'être rempli. Et il y avait dans sa facilité un enseignement que les deux adultes notèrent sans avoir besoin d'en discuter. Les enfants savent parfois les choses avant même que les mots n'arrivent pour les nommer.
Un après-midi de week-end, alors que Léo faisait une sieste, ce qui arrivait rarement, mais que la pluie avait favorisé ce jour-là, Julien et Camille restèrent sous la véranda à l'arrière de la maison, avec des tasses de thé qui refroidissaient sur la table, regardant le jardin que l'averse trempait. C'était l'un de ces silences qui existent entre des personnes n'ayant plus besoin de meubler le vide pour se sentir à l'aise. « Est-ce que vous continuerez d'aller à l'école du soir ?» demanda-t-il. « Toujours. » La réponse n'eut besoin d'aucun développement. « Même si la reconnaissance change votre situation financière, surtout si c'est le cas. » Elle regarda le jardin. « Ce n'est pas par nécessité. Ça ne l'a jamais été. Il le savait. Il l'avait su dès cette première nuit derrière les grilles, quand il avait vu son visage totalement transfiguré au milieu des enfants, léger, sûr, entier. Il y avait dans cette école du soir quelque chose dont elle avait besoin, qui n'avait ni le nom d'obligation ni celui d'altruisme. Cela ressemblait davantage à de l'appartenance, à être qui l'on est au bon endroit. « J'ai parlé avec Françoise, dit-il. » Camille tourna son visage vers lui avec une expression prudente. Et elle a été directe. Elle a dit avoir déjà vu la philanthropie détruire plus de projets communautaires qu'elle n'en a aidé, que cet espace n'avait pas besoin d'un sponsor, mais d'un partenaire. Il marqua une pause. J'ai proposé un partenariat, sans rien à mon nom, sans rien qui ne serve strictement à ce qu'ils font. Une liste de ses besoins, je règle les factures sans apparaître. Elle a accepté. Elle a dit qu'elle y réfléchirait pendant une semaine. Il y avait une pointe d'admiration dans sa voix. Une femme déterminée. Camille sourit de ce sourire devenu moins rare ces dernières semaines. J'ai beaucoup appris d'elle. Ça se voit, dit-il sans ironie. Puis, après un moment, Lucie aussi devait être ainsi. Elle resta silencieuse un instant. Il y avait une tendresse spécifique qui apparaissait sur le visage de Camille quand on mentionnait sa mère. Non plus le deuil aigu du début, mais quelque chose qui était passé par le feu et en était ressorti avec une qualité différente, plus apaisée, plus sienne. Ma mère avait une façon de faire les choses que j'ai mis longtemps à comprendre, confia-t-elle. Elle n'expliquait jamais pourquoi elle faisait quelque chose. Elle le faisait, c'est tout. Quand j'étais petite, ça m'irritait parfois. Je voulais des explications, je voulais comprendre la logique. Puis j'ai compris que sa logique était plus profonde que là où les mots peuvent aller. La logique de sauver une enfant qui n'était pas la sienne, et d'élever cet enfant comme si elle l'était, et de ne jamais le dire. Camille fixa la pluie. Elle savait que j'aurais besoin de savoir un jour. C'est pour ça qu'elle a gardé le carnet, la photo, l'adresse de Monsieur Pierre, mais elle ne me l'a jamais dit personnellement parce que je crois, je n'en suis pas sûr, mais je le crois, qu'elle avait peur que je me sente moins sienne si je savais, que savoir que je n'étais pas biologique dissolve d'une certaine manière ce que nous avions. Mais ça ne l'a pas dissous. Non, ferme, direct. Ça n'aurait jamais pu le dissoudre. Elle m'a choisi. Chaque jour, elle m'a choisi. C'est cela qui compte plus que le sang. Julien resta avec cette phrase. Chaque jour, elle m'a choisi. Il y avait là un poids qui dépassait l'histoire de Camille et de Lucie. C'était une définition de la famille, la plus honnête qu'il ait jamais entendue. Une famille, ce n'était pas seulement ceux qui partageaient l'ADN, ceux qui portèrent le même nom, ceux qui figuraient sur le même registre civil. C'était ceux qui choisissaient de continuer chaque jour. Lui avait choisi de continuer avec Léo chaque jour, depuis qu'il s'était retrouvé seul avec lui. Il avait appris des recettes de pâtes à 11 heures du soir, avait lu des histoires avec des yeux fatigués, était rentré plus tôt du bureau le vendredi sans que personne ne le demande. C'était cela que Léo avait reconnu avant même que tout adulte ne le formule, que le soin venant d'un effort sincère était différent du soin venant de l'obligation. Et que Camille, avec ses mots dans le carnet, sa patience avec les cahiers et sa présence constante et honnête, avait choisi l'enfant elle aussi, d'une manière qui n'était pas dans son contrat de travail. La pluie s'amenuisa au fil de l'après-midi jusqu'à devenir une bruine fine, presque invisible, mais qui restait humide dans l'air. Léo s'éveilla avec la stupeur légèrement confuse de celui qui a dormi plus qu'il ne l'avait prévu, rejoignit la véranda, les cheveux en bataille et un jouet à la main, et s'assit sur le sol entre les deux adultes sans cérémonie, comme si c'était sa place naturelle. Ils restèrent ainsi un moment, tous les trois, la bruine, le thé froid, le jardin détrempé. La ville autour continuait son rythme, ignorante. Les camions de l'entreprise de Julien traversaient des routes départementales sans savoir que leur propriétaire était assis sous une véranda, découvrant ce que pouvait être la famille. Les enfants de l'école du soir dans leur foyer, attendant la nuit pour retourner dans ce bâtiment aux grilles rouillées qui avait été le lieu où tout avait commencé à se révéler.
Et la chambre au 3e étage d'une maison de retraite aux murs crème était vide désormais. Mais il y avait en elle une qualité d'espace ayant servi un but, comme les lieux où il s'est passé quelque chose d'important conservent, dans les murs et dans l'air, la mémoire de l'événement. Pierre Roussel avait promis de raconter. Il avait attendu le moment opportun avec la patience de celui qui sait que le temps est long, mais pas infini, et il avait raconté avec toute la force qu'il lui restait, puis il était parti en paix. La promesse était accomplie. Le processus de reconnaissance formelle se conclut un mardi matin, avec l'avocat présent à l'état civil et Camille à ses côtés, arborant l'expression sereine de celle qui signe un document ne créant rien, mais confirmant ce qui est déjà. Sa signature sur le papier, Camille Lefebvre-Beaumont, possédait la qualité d'un choix conscient et double, rester avec l'histoire de la femme qui l'avait sauvée et avec celle de la femme qui avait souffert par amour pour elle, les deux ensemble, les deux réels. Julien était à ses côtés quand elle signa. Il ne dit rien. Parfois, ce qui n'est pas dit a autant de poids que ce qu'il est. Dans les mois qui suivirent, la vie prit les contours d'une nouvelle normalité. Une normalité qui n'avait pas été prévue, pas planifiée, arrivée à travers une série de nuits, de discussions et de rebondissements qu'aucun des deux n'aurait choisi comme chemin, mais qui les avait conduits dans un lieu inéquitablement plus complet que celui où ils se trouvaient auparavant. Camille continua d'aller à l'école du soir presque chaque nuit, mais le trajet avait changé. Elle ne sortait plus à 11h30 en silence, par le portillon latéral comme quelqu'un qui cache quelque chose. Elle sortait plus tôt, avec la liberté de celle qui se rend dans un lieu faisant partie intégrante de sa vie. Parfois, Léo, avant de s'endormir, demandait « Tu vas à l'école, tante ?» avec le naturel de celui qui a déjà incorporé la chose à sa routine, et elle répondait « Oui », et il ajoutait « Fais un bisou à Vittoria », qui était le nom de la petite fille, ayant appris à lire dans ce cahier éclairé par une ampoule faible, et que Léo avait adopté comme son personnage préféré dans les histoires que sa tante racontait sur ses nuits à l'école. Madame Françoise accepta le partenariat de Julien après une seconde discussion de près de 2 heures. Conclue par ces mots, dit avec la franchise de celle qui a l'habitude de dire ce qu'elle pense, « J'accepte. Mais si, à un moment quelconque, cela devient une vitrine, nous rompons l'accord et je rends tout. » Et Julien avait répondu avec le sérieux que la situation méritait, « Si, à un moment quelconque, je tente d'en faire une vitrine, vous avez ma permission de tout rendre et de dire publiquement pourquoi. » Et Françoise avait ri d'un rire qui révélait le respect qu'elle réservait aux personnes capables d'être directes sans être arrogantes. Le toit avait été refait avant les premières pluies de la nouvelle saison. Les pupitres étaient identiques désormais. Pas luxueux mais identiques, avec la dignité simple de ce qui est adéquat à la tâche. Il y avait 2 armoires neuves avec du matériel scolaire, réapprovisionnées dès qu'elles se vidaient. Et il y avait une ampoule neuve dans le couloir sur laquelle Camille avait insisté comme priorité absolue parce que les enfants arrivent avec la peur du noir et un couloir sombre n'aide pas. Lors d'une des dernières nuits avant un voyage d'affaires que Julien dut faire pour une réunion à Paris, il alla chercher Camille à l'école. Il arriva avant la fin du cours et attendit sur la place, au même endroit où il s'était tenu la première fois, regardant à travers les grilles. La salle était différente, mieux éclairée avec les pupitres neufs organisés en rangées régulières, les cahiers sur les tables, Madame Françoise au tableau, et Camille à côté de Vittoria avec cette inclinaison habituelle de la tête, l'index suivant la ligne du texte, le visage totalement présent. Mais cette fois, il y avait une différence. Vittoria dit quelque chose, Camille répondit, et la petite fille rit. Un rire rapide et sincère qui s'entendit à travers la grille sur la place silencieuse. Et Camille rit aussi, de ce rire qui portait la marque de celle qui n'a plus besoin de rien cacher. Quand la leçon fut finie et qu'elle franchit le portail, elle le trouva là et dit simplement « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que vous veniez ?»« Ce n'était pas nécessaire de prévenir, » répondit-il. « Je voulais juste voir. » Elle resta un moment à le regarder avec l'expression de celle qui réalise qu'elle a été vue. Non pas surveillée, non pas contrôlée, mais vue vraiment. Et que c'est une chose différente, une chose qui a un poids distinct. « Et alors ?» demanda-t-elle. « Vous avez l'air heureuse ici. » Un silence. « Je le suis. » Ils marchèrent vers la voiture côte à côte, sur le trottoir irrégulier de la place qui avait été, des mois auparavant, le théâtre d'un silence tendu entre un homme surpris à suivre sa nounou et une femme ayant décidé qu'il était temps de montrer ce qui était resté caché. La même place, la même heure approximative, le même froid d'une nuit lyonnaise, mais 2 personnes totalement différentes de celles qu'elles étaient auparavant. Ou peut-être les mêmes personnes,
seulement plus entière. Le matin précédant le départ de Julien, le petit déjeuner fut plus long que d'habitude. Léo s'était réveillé tôt de sa propre initiative, chose rare, et était à table quand les deux descendirent, avec un album de dessins ouvert et une collection de crayons de couleurs éparpillés qui faisait ressembler la table à un atelier miniature. Il dessinait avec le sérieux d'artiste que les enfants de 7 ans appliquent à tout ce qu'ils font. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Camille, s'asseyant à ses côtés avec sa tasse de café. « Notre maison », répondit-il sans lever les yeux de son album, mais cette fois en plus grand, avec une chambre en plus. Julien, debout près du comptoir en attendant ses tartines, resta silencieux un instant. « Pourquoi une chambre en plus ?» Léo leva les yeux avec tout son sérieux. « Pour que tante Camille ait une chambre ici. Elle a sa maison, mais elle peut avoir une chambre ici aussi. » Une pause de raisonnement enfantin. « Les gens peuvent avoir plus d'une maison. Victoria m'a dit que sa grand-mère en a 2. Aucun des 2 adultes ne répondit immédiatement. Il y avait dans cette logique simple, les gens peuvent avoir plus d'une maison, quelque chose qui était à la fois le pragmatisme d'un enfant et la sagesse qui découle parfois de ce pragmatisme. Camille regarda Julien. Il y avait dans ce regard une question réelle, non pas sur la chambre, non sur l'espace physique, mais sur ce que la chambre représentait, sur ce que la famille en construction pouvait devenir désormais. Julien la regarda, puis son fils. Et il dit, avec la simplicité de celui qui a appris au prix d'une histoire entière, que certaines choses n'ont pas besoin de longs discours pour être bien dites. Tante Camille a une chambre ici chaque fois qu'elle le souhaite. Léo acquiesça, satisfait, et retourna à son dessin. Camille resta à fixer sa tasse un moment, puis elle murmura, presque pour elle-même. Lucie aurait aimé savoir que c'est arrivé. Je crois qu'elle le sait, dit Julien. Il y avait une conviction dans cette affirmation qui n'était ni religieuse ni mystique, c'était simplement la conviction d'un homme ayant passé des mois à apprendre que les histoires ne s'arrêtent pas là où on l'imagine, que les fils que les gens laissent dans le monde continuent de bouger après leur départ, qu'une femme ayant sauvé une enfant par amour avait mis en branle une chaîne qui avait mis des décennies à boucler la boucle, mais qui l'avait bouclée. Et que dans cet aboutissement, il y avait plus que la révélation d'un secret. Il y avait la construction de quelque chose qu'aucun des protagonistes n'avait prévu, et qui, précisément parce qu'imprévu, possédait une qualité que les choses planifiées ont rarement. C'était imparfait, c'était tardif, c'était bâti sur les ruines d'un mauvais choix, fait par un homme qui n'était plus là pour le corriger. Mais c'était réel, c'était présent. C'était, dans cette cuisine de Lyon, avec les tartines qui refroidissaient sur le comptoir, Léo coloriant une maison imaginaire avec une chambre en plus et le soleil du matin entrant par la fenêtre avec cette luminosité spécifique des débuts de journée. C'était de toutes les manières qui compte, le début d'une histoire nouvelle. Une histoire qui n'avait pas commencé par un coup de tonnerre. Elle avait commencé par un portillon latéral, se refermant avec un clic spécifique à 11h42 du soir, et par un homme resté immobile à la fenêtre de sa cuisine, sans savoir pourquoi, fixant la rue déserte, et qui, par chance, par destin ou simplement par l'entêtement d'une curiosité qu'il avait prise pour autre chose, avait décidé de suivre cette femme jusqu'au lieu où la vérité l'attendait depuis toujours. Certaines choses existent avant même d'être comprises, et quand elles le sont enfin, elles changent tout. Si ce récit a touché votre cœur, laissez un j'aime maintenant. C'est la façon la plus simple de dire que le voyage en valait la peine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits, car chaque jour une nouvelle histoire arrive, avec la même intensité, la même vérité. Racontez-nous dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Ce sera merveilleux de savoir jusqu'où l'histoire de Julien, Camille et Léo est parvenue. À la prochaine histoire.